Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter, autant vidéo que audio. On est Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, Balado Québec. On est partout. Si vous avez de la misère à nous trouver, écrivez-nous, on va vous envoyer le lien. Et d'ailleurs, vous êtes toute coupe à le faire, puis ça me fait plaisir de vous rediriger. Salut Marcello, comment ça va? Ça va super bien, toi? Excellent, très bien. Serge Daprat, comment ça va? Faites le feu. Excellent. Vous bien. Oui, je sais. Avant que ça parte, j'ai des affaires à dire, fait que calmez-vous. Je vais commencer par saluer. Ouais, c'est ça. Je vais saluer la gang de Brigade Web qui font nos t-shirts, nos hoodies, tout ça. Brigade Web aussi, qui sont ceux qui font le montage vidéo. Si vous regardez le podcast sur YouTube, c'est eux qui font tout ça. Sur sa coche, c'est deux compagnies qui travaillent ensemble. C'est comme un service tout en un. Là, si vous avez une compagnie, vous avez besoin de publicité, de comment fonctionnent les réseaux sociaux, etc., vous allez les voir. Ils font des chandails, que ce soit pour vos cuisiniers, pour les gars qui vendent des affaires en ligne comme moi. Ça n'a comme pas de limite. Si vous les trouvez pas, écrivez-moi, je vous envoie le lien. atelierqg.com. Sinon, c'est brigadeweb.com. C'est simple de même. La gang, je vous remercie encore beaucoup. Marcello, on rentre dans le sujet. Je te laisse l'honneur de présenter notre Serge. D'entrée de jeu. Ouais. On va être gentil. D'entrée de jeu, Simon, je suis stressé aujourd'hui. Je suis pas stressé de recevoir Serge. Je suis stressé pour ma job au chronomètre de dire après une et quart d'arrêter le podcast. Mais c'est pour ça que je suis stressé. Là, t'arrêtes à 1h30 parce que d'après moi, c'est sûr qu'on bosse. Même mon introduction pour vous présenter, que je lance tout de suite, est longue en partant. Simon, aujourd'hui, on reçoit un passionné, un vrai de vrai. Passionné de chasse au gros gibier, toutes catégories confondues. Passionné de pêche, passionné de Grand Nord, tout ce qui peut se rapprocher d'une odeur de sapin, ça l'attire. Il est là-dedans aussi. Passionné de chasse à l'arc traditionnel. Serge, on va y revenir, a fait vraiment sa renommée aussi là-dedans. Bref, une multitude de passions qui fait en plus que le gars, un peu comme nous, sur le web, à travers Chasse-Pêche 2.0, il transmet sa passion depuis bientôt 4 ou 5 ans. Je suis à peu près pas sûr là-dedans. Donc oui, 5 ans. Un gros bienvenue à notre invité qui, de son surnom, le Yéti du lac Sud, mais de son vrai nom, accueillons Serge Daprat. Hey, tu l'as bien dit, Daprat. Oui. Tu l'as bien dit, Daprat. Hey, on reviendra tantôt avec mon histoire d'air là-dedans. On s'était fait faire des menaces de pas manquer le nom, fait que tu sais. Serge, écoute, avec ce que j'ai su sur toi les derniers temps, ce qui est 5, 245 livres, je retire mes paroles. Bienvenue avec nous, Serge. Bienvenue. Serge, ça me fait très plaisir. Yep. Allons tout de suite faire un retour dans le passé. Comment est-ce que ça commence, ces passions-là? Comment est-ce qu'on devient un Serge Daprat? Ouf, écoute, moi, je suis, si tu veux, une énigme de ma famille. Okay. Parce que dans ma famille proche, mon père, ma mère, mon grand-père, qui sont d'origine européenne, qui sont italiens, comme toi, Marcello. Fait que j'ai juste pas l'accent, mais j'ai toute la mentalité européenne. J'ai été élevé là-dedans. Mon grand-père, il a tenu une carabine dans sa vie à peu près 2 semaines. C'était la Seconde Guerre mondiale. Après 2 semaines, il s'est fait ramasser par les Allemands, puis il a été 5 ans prisonnier. Fait que, au niveau arme à feu, jusqu'à mon grand-père maternel, parce que mon grand-père paternel, je l'ai jamais connu. Il est décédé avant que je vienne au monde. Okay. Dans la famille, les seuls contenus des armes à feu, c'est mon grand-père, 2 semaines, ça finit là. Mon arrière-grand-père maternel, le père de ma grand-mère, c'était un fou de la chasse. Bon. Ça a commencé là, puis j'ai probablement hérité de ces gènes-là. Écoute, il y avait deux chiens lévriers, puis tu sais, en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, là, du gibier, là, oublie ça, là, même. Écoute, c'est ce qu'il pognait. Ma grand-mère m'a raconté qu'à un moment donné, il venait à bout de tuer un lapin avec ses chiens, il l'a promené à peu près comme une semaine dans le village là, pour le montrer à tout le monde. Il était même plus bon à manger. Écoute, j'ai aucune idée. Mais il était tellement fanatique de la chasse qu'il y avait 2 lévriers pour la chasse. Et les enfants, ma grand-mère, avaient interdiction de jouer avec les chiens. À un moment donné, elle a joué avec les chiens. Mon grand-père a dit, mon arrière-grand-père a dit à ma grand-mère, t'as joué avec les chiens, ils sont plus bons pour la chasse. Bang, bang. Ça a fini là, les 2 chiens.
Ouais, autrement. C'était lamentable. C'était extrémiste. Mais tu sais, là, on recule. Ma grand-mère est née, je pense, en 1910-1909. Là, fait que c'était un autre c'est ça. Donc, ma passion doit venir de là. Mais écoute, tout jeune, moi, on avait un chalet dans les Laurentides, en pleine nature. Puis, tu sais, écoute, je vous ai déjà raconté ça. J'étais jeune, je devais avoir, je sais pas, 12, 13, 14 ans. Premièrement, j'avais des mocassins en cuir à l'année, dans le bois. Ah oui? Ah ouais, non, écoute, moi, je suis né 200 ans trop tard, probablement. Okay? Est-ce que t'en portes encore aujourd'hui? Écoute, j'ai des mocassins qui sont faits par un type de Québec. Oui? Ça fait 30 ans que je les ai. J'ai changé les semelles 2 fois. OK. C'est ils s'appellent les cuirs... Le nom va me revenir, là, mais c'est un artisan de Québec. Il est-tu rond? Je pense que oui. Je pense que oui. Et j'ai acheté ces mocassins. C'est des bijoux. Je les ai dans les pieds l'hiver non-stop. C'est des pantoufles. Puis je change les feuilles. Puis je fais de la raquette avec ça. J'ai tout ça dans les pieds. Ah ouais, OK. Puis c'est une semelle rigide? Ça a une semelle Lui, à l'origine, c'est comme une semelle de crêpe. Moi, écoute, je les ai tellement usés que je les ai passés, à peu près 5 fois une semelle. Mais le cuir est intact, puis le cuir est rendu tellement beau, il y a tellement d'histoire de ces potites-là, qui c'est super beau. Super beau. Quand même. Écoute, si tu me donnerais 2 minutes, j'irais les chercher et les montrer. Ben, tantôt, on va parler de cossin de chasse. Ouais, Si t'attends, tu pourras montrer plus qu'un, c'est pas grave. OK. Mais écoute, nous à tes premières expériences, justement. Fait que mes premières expériences de chasse? Oui, tu sais, vraiment le starter. Là, on a cru comprendre que c'est pas familial, contrairement à moi, ou tu veux dire, il y a eu un élément déclencheur. C'est probablement mon plaisir d'être en forêt. Puis quand tu vis en forêt, ben tu fais quoi? Tu chasses puis tu pêches, là? Absolument. Tu sais? Puis moi, tout jeune, j'ai eu un arc. Je devais avoir 13-14 ans, j'ai eu un arc acheté chez Canadienne Pif Paf. Je faisais mes flèches de bois moi-même. Puis écoute, mes pointes, c'était des bouchons de bière. Justement, quand j'ai commencé à vous raconter ça, j'avais un monsieur qui était pas loin du chalet à mon père, qui avait un shack dans le bois, là. Vraiment un shack en bois rond, là. Okay. C'était un wabo, là. Puis il vivait pas là. Il venait passer les fins de semaine là, puis durant l'été, il était là, mais tu sais, lui, il était parent avec des voisins qu'on avait près du chalet. Okay. Il était là, il vivait là. Fait que moi, je passais mes étés avec lui dans la petite cabane en bois rond. Puis écoute, j'avais l'impression de retourner 200 ans en arrière, là. Puis lui, évidemment, il aurait été bon, lui, pour publiciser une compagnie de bière. Je peux te dire ça. Ou du moins les encourager en masse. Ouais, je me dis que j'ai pas manqué de pointe de chasse, pas en tout, parce que les bouchons, j'en ai fait quelques-unes. Ah, si bol. Écoute, j'ai fait mes premières flèches de bois avec des branches de bois, puis bon, à un moment donné, j'ai découvert des vraies flèches, tu sais. Ça va bien, hein? 13-14 ans. J'ai découvert des vraies flèches, j'ai trouvé que ça allait pas mal bien. Ouais, j'imagine. Puis j'avais un chum que lui, sa famille chassait. Puis là, on avait 14-15 ans, on courait les bois en arrière de la maison, Saint-Hippolyte, là, puis on courait après les écureuils, on courait après les lièvres, on courait après les perdrix, tu sais, là, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à aller à la chasse, tu sais. Mais j'ai toujours eu un faible pour la chasse à l'arc. Je peux pas te dire pourquoi. Moi, une carabine. Ça a commencé comme ça? J'ai commencé comme ça. Ouais, j'ai acheté une carabine. J'ai été à la chasse à carabine. Et j'amenais ma carabine, mon arc. Puis j'allais à l'orignal avec mon copain qui, lui, il allait à la carabine. Moi, je partais avec mon arc. C'était comme le défi d'abattage. C'était comme... Ça me prenait... Serge, je pense que je vais répondre à ta question. C'est un mot aussi simple que l'adrénaline, je pense. Tu sais, j'enlève rien aux bêtes récoltées à la carabine. C'est une belle adrénaline aussi. Mais je pense que si non seulement tu vas dans l'arc, plus précisément dans l'arc traditionnel, récolter une bête avec ça, écoute, l'adrénaline, c'est quoi tu veux faire de plus, là, rendu là? Je veux dire, l'adrénaline doit être là, tu sais. C'est ça. C'est que c'est pas juste ça, c'est que tu rentres dans la bulle de l'animal. Aussi. T'apprends à connaître l'animal, t'apprends à connaître ses forces, ses faiblesses encore plus, parce que tu chasses la carabine, t'es à 250 pieds. Pif paf, fini.
Ben moi, 250 pieds, quand je le vois, ma chasse commence. Ouais. J'ai appris beaucoup sur le gibier aux États-Unis. J'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis. J'ai appris beaucoup sur le gibier, justement, parce que moi, il faut qu'il soit en dedans de 15-20 mètres. Puis entre le 200 mètres et le 25 mètres, il se passe beaucoup de choses. Ben, c'est une grosse game, là. C'est là que la game commence, là, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a trop passionné. Puis écoute, encore aujourd'hui, j'en ai des carabines. Ma femme m'a acheté une 3006 Lever Action Browning, une belle carabine, là. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. J'ai pas tiré une boîte de balles, personnellement. Je la prête à des clients. Mais moi, j'ai pas tiré une boîte de balles avec ça. Bon. Puis, à la pauvoirie, j'ai le choix là, de partir avec ma carabine ou mon arc. Mais j'ai peur que mon arc me chicane s'il me voit partir tout seul dans le bois. On ne regardera plus pareil en revenant. Non, pas obligé. Ça me tente pas. Oh boy. Fait que c'est pas plus que 15-20 mètres avec un arc traditionnel. Non, ça peut être plus que ça. Ça dépend du chasseur. Oui. Parce que honnêtement, là, ça, c'est une partie que je connais pas de la chasse, là. C'est plus une question de confiance en tes moyens. OK. Que l'arme, là, elle va tuer à 70 mètres, elle va tuer, là. Pas un trouble. C'est une question de précision. En fait, la précision commence par la confiance que tu as. Mais je te dirais que 0,25 mètres au traditionnel, même à l'arc à poulie, en situation de chasse, c'est pas comme tirer Saint-Target. Tirer Saint-Target avec un arc à poulie déclencheur, tu vas tirer à 30, 40, 50, 60 mètres. Ça, c'est une chose. Mais à la chasse, le gibier, il est en mouvement. L'adrénaline, le temps de réaction, tout ça fait en sorte que un chasseur à l'arc devrait toujours se limiter à pas dépasser un 25 mètres. Parce que la fraction de seconde, c'est la différence entre un animal récolté et un animal blessé perdu. Absolument. Et j'en ai vu des shots, là, Joe Rogan qui fait une shot à 72 mètres là, sur un cerf-mulet, là. Écoute, il plante, là, je le félicite, bravo, là. Mais tu sais, tu le vois dans la vidéo, là, la flèche a fait un arc. Elle fait une montagne. Là, je me dis, le nombre de choses qui peuvent se passer dans ces une seconde et demie là, tu sais, mais je veux dire, je trouvais ça, il avait confiance en sa shot, moi, j'avais pas confiance en sa shot quand j'ai regardé la vidéo. Je te dirais, c'est comme quand tu tires à l'instinct, moi, j'ai tiré une orignal à 70 mètres. Okay. Mais je ne savais pas la distance, là. J'aurais jamais cru que c'était ça. C'est après, quand on l'a mesuré, j'ai fait comme, oh boy. Mais ça a été un réflexe. Ça n'a pas été une shot calculée. Ça a été un réflexe. À même titre que quand je jouais au soccer, j'étais milieu de terrain, puis j'ai dit, sacré, top corner, côté droite, avec une slice. Je ne réussis pas tout le temps. Mais ça, ce coup-là, j'ai mis 2 flèches. Mais c'est pas une affaire que je vais faire, que je vais recommander de faire. Mais là, dans le moment de l'action, c'est arrivé. Puis j'avais tous les éléments sur mon bord. J'étais plus haut que l'animal. Fait que la hauteur a compensé pour la drop que peut-être j'aurais pas calculé dans mon esprit. Là, tu sais, là. Ouais. Fait que ça a été un bon coup. Puis tu sais, des fois, à un moment donné, j'avais parlé avec des gars de chasse, tu sais, puis chassé aux États-Unis, j'étais au New Jersey, puis j'avais des chevreuils qui montaient, puis j'étais pas bien positionné, ils montaient trop loin de moi. Je te dirais un 40 mètres facile. OK. Moi, il y a un gars qui m'avait dit à un moment donné, il dit, tu sais, par-dessus, ils risquent de s'en aller vers ton bord. Moi, je m'enligne avec mon arc traditionnel, puis j'ai dit, je te lève ça, puis il dit, ils m'ont passé par-dessus, ils vont revenir. Là, je l'ai coffré. C'est un coup de lope. Je tire à côté, mais je le pogne. C'est un coup de lope. Mais mon intention, c'était pas ça. C'était de passer par-dessus. Après ça, quand les gars sont arrivés au camp, j'ai fait comme... Tout est beau. What a shot! Oh, thank you. Merci. Chasse à l'arc, ça soit Yapuli ou recurve comme moi, un traditionnel, on devrait pas dépasser 25-30 mètres. Gros max. Tu sais. Ouais. Ah ouais. Gros max. Un jour, j'en aurai une. Ça va venir. Écoute, tu sais pourquoi que j'ai pas de poulie après mon arc? Je sais pas. Quand j'étais petit cul, là, mon père m'a acheté un vélo, puis il m'a mis 2 petits trous en arrière, sa roue en arrière. Ouais. Ce qu'on appelle des training wheels. Ah oui, je sais, j'en ai mis sur tous les vélos de mes gars. Bon.
Il m'a dit, quand tu seras grand, tu seras capable de pédaler, tu pourras enlever tes roues. Wow! Quelle analogie! Hey, je suis content, Simon. Ça nous rétorquera pas. Le monde, ils vont aller l'attaquer direct. Les fervents des gars, qui vont aller direct voir Serge. Nous autres, on s'en lave les mains. Fait que si vous voulez envoyer des mots d'amour, là, c'est chasse-pèse 2.0. Justement, regarde, on a fait un beau passage sur l'arc traditionnel. Je voulais y aller, là. Serge, t'as quand même du mérite et je te félicite là-dessus parce que j'ai fait mes devoirs. Tu as été un des premiers, soit le premier, à amener des événements Facebook en live à propos de la chasse et la pêche au Québec, soit avec la page Chasse-Pêche 2.0. Fait que quand même, je te lève mon chapeau. Ça doit quand même des fois être le fun parce que tu veux dire, on est tous, veut pas, des dérivés, soit notre podcast ou mes lives Chasse.165 et tous ces influenceurs-là de chasse et pêche au Québec parce qu'on est une bonne gamme. Je te félicite quand même. Ça doit être cool pour toi de voir tout plein de produits ou de tout plein de nouveaux adeptes dérivés qui ont parti en regardant un tel qui a commencé à... Pour vrai, je veux que tu nous contes un peu l'histoire de Chasse-Pêche 2.0. Moi, ça a commencé, ça part de la pourvoirie. OK. Comment s'appelle ta pourvoirie? Pourvoirie du Lac-Suzy. On va y revenir. On va revenir tantôt. Quand j'ai fait mes premiers salons, je me suis dans mon premier salon, puis je regarde à droite, je regarde à gauche. Tout ce que je vois, c'est une gang de pourvoyeurs, des confrères de travail, qui vendent la même tarte aux pommes que moi. Oui. J'ai dit, tente pas de faire ça toute ma vie, moi. Et là, ça commençait, le web. Facebook il était déjà commencé, tu sais, mais moi, j'ai jamais été un gars d'ordinateur. Moi, tu m'aurais demandé, il y a 15 ans, où est-ce qu'est ton dossier? Dans la boîte en dessous du bureau, là, boîte grise, là, la beige, là, tu là. Ouais. Comment y aller? Je savais même pas c'était quoi un fichier. Il me parlait d'un fichier. Qu'est-ce que tu veux dire, un fichier? C'est quoi, c'est un fichier d'un ordinateur? J'étais loin, là. Très loin. OK? Puis, j'avais aussi rencontré des gens d'industrie, dont Stéphane Monette, qui est venu chez nous, puis j'ai rencontré d'autres gens d'industrie qui viennent à Pourvoirie, puis qui disent reçois-nous, paye-nous, puis soit on va te mettre au monde, tu sais. Stéphane Monette m'a dit, regarde, toi là, t'as le terrain de jeu, t'es là tout le temps, t'es le gars de la place, achète-toi des caméras, fais tes films, fais tes affaires. Fait que moi, j'ai stocké beaucoup d'images, beaucoup de contenu, de un. Et là, à un moment donné, je tombe sur Facebook sur une compagnie de marketing qui s'appelait J7 Media. OK. Puis qui m'ont vendu l'idée de faire, tu dois probablement connaître ça avec tes gens avec qui tu travailles, un tunnel de vente. Web. Ouais, un tunnel de vente. OK? Évidemment, ça leur prend du stock, là. Et moi, j'en avais du stock. Fait qu'on a bâti un tunnel de vente pour que ça sonne pour les réservations. Ouais. Ça, c'est là 7 ans à peu près. Écoute, j'ai fait un malheur avec ça. Et ça m'a coûté une fraction du prix d'un salon. En publicité que tu aurais payé autrement. Là. Ben, écoute, je fais un salon, là, je pars de chez nous, je m'en vais à Québec, aller-retour dans le salon de la Pourvoirie, mettons, là. Les dépenses toutes, là, c'était 4000 $. Wow. C'est cher, les salons, là. Le monde, il voit pas ça, là, mais quand vous allez dans un salon chasse-pêche, là, le monde qui sort à la table là, c'est pas gratis, là. Non, c'est pas gratis, puis c'est dur de faire sa place dans un salon au niveau de la clientèle, parce que souvent, les gens qui vont là, c'est juste pour renouveler où ce qu'ils vont. Fait qu'avant de ils vont là pour le dire, ça prend du temps. Puis là, tu imprimes des pamphlets. Puis là, tu vois tes pamphlets dans la poubelle en sortant. Puis tu sais, là, je fais comme, je peux pas continuer de même, ça marche pas. Ouais. Quand j'ai vu ces gars-là sur le web, c'était des jeunes. Je les ai appelés. J'ai été leur premier client pourvoyeur, si tu veux. Ouais. Écoute, moi, eux autres, ils n'en revenaient pas, là, ça a fait boum. OK? Mon CTR, là, il était à côté, c'était une vraie merveille. Et moi, j'avais du matériel. Puis j'étais quand même pas pire pour parler devant la caméra. Et là, eux autres, ils faisaient des lives sur Facebook pour parler de leur business, puis tout ça, puis ils recevaient des gens, puis bon. Et là, j'ai fait comme... J'ai dit à un des gars, il s'appelle Robin Vézina, j'ai dit, Robin, il faut que tu me montres comment ça marche. Et là, j'ai commencé à checker pour des plateformes, puis bon, de fil en aiguille. Et là,
j'avais deux partenaires à l'époque dans Chasse-Paille 2.0. Eux autres, ils voulaient faire des soirées de films. Standard, comme on connaît, en salle. Oui. Sur le web, ça se passe. Puis là, on décide de faire un live. Écoute, le premier live qu'on a fait, à cette époque-là, 0 pub, OK? 0 annonce, 0 événement, parce qu'on ne savait pas encore comment ça marchait. On l'essaye. On passe à soir. On fait juste faire un post ou deux pour annoncer qu'on est là. Mais on connaissait pas la formule des événements, puis le marketing Facebook, puis tout ça, tu sais. On a tapé, je pense, 250 personnes. On a eu 6000 vues comme ça. Ouais. J'appelle mon gars de web. Lui, Robin, il faisait des lives. Il y avait 50, 60, 70, 100 personnes. Quand j'ai dit, on en a eu 250, je pense, ou en tout cas, quelque part là-dedans. Il fait comme, hein? J'ai dit, oui. Non, j'ai dit, ça roulait. Puis là, de fil en aiguille, ça a tout remonté, puis ça a tout parti. Oui, t'es loin de ça dans tes lives, là. Il y a du monde en maudit, là. Il a fait du chemin, qui sont pas mal meilleurs. J'ai été le premier à faire ça, là. Ouais. On a été les premiers, parce que j'étais pas tout seul, là. J'étais avec deux autres partenaires. On a été les premiers à faire des lives sur le web. Évidemment, aujourd'hui, on s'est fait copier, puis c'est bien correct. Moi, ça me stimule, puis ça me permet de m'améliorer, puis de me gratter la tête, puis toujours d'être d'avant. C'est quoi? Ça, là, faut que tu te prennes comme un compliment. Oui. Parce que t'as eu la bonne idée en premier, puis tout le monde a comme fait « Wow, mais quelle bonne idée! » J'embarque. Puis là, je vais faire mon fraîchier. Québec Hunter, on a été les premiers à faire un podcast québécois sur la chasse. Puis, je suis donc fier de ça, puis c'est pour ça que je d'après moi, je vais vous dire dans tous les épisodes, vous êtes écœurés de m'entendre, mais c'est pas grave. On a eu une bonne idée, moi puis Marcello, sur le bord du petit spot de bois en buvant des Coronitas. Tu sais, ça, c'est des demi-Corona. Marcello, il est arrivé avec ça. Gars, des demi-Corona. 6 pieds 5, à mancher. Moi aussi, j'ai quand même les deux avec lui, il est comme le géant ferré. Quand il pogne la bouteille, il t'en voit plus. Ben, écoute, avec mon petit jus qui goûtait le sud, on a eu cette idée-là, puis aujourd'hui, on est début février 2023, ben, il y a d'autres podcasts québécois sur la chasse. On est rendu à 2, ouais. Moi, je vois ça comme un compliment, puis tant mieux pour les autres, parce que plus on va être, comme tu dis, ça va nous forcer à vous faire des meilleures affaires, à essayer d'avancer plus, puis ça fait un meilleur produit, c'est plus fun pour nous autres, c'est plus fun pour vous autres. Fait que tu sais, t'as été le premier, t'as été copié. Moi, je vois ça. Puis tu sais, t'as été copié plein de fois, là, je veux dire. Si t'as pas une plateforme, c'est réseaux même sociaux. Idée. Je pourrais vous en compter ici. Non, mais c'est ça. Pas idée. Fait que tu sais, t'as parti quelque chose de grand, puis je pense que t'as fait avancer l'industrie. T'as rendu des choses accessibles à plein de monde qui n'existaient pas. Tu sais, à cette heure, à peu près n'importe quel soir de la semaine, ça te tente de chasse, mais il y a un live où il y a quelque chose de chasse en quelque part. Là. Ouais, effectivement. La semaine, fin de semaine, tu sais. Pour ça, là, bravo. Mais tu sais, Simon, on va se lancer des fleurs, toi et puis moi, parce qu'on est les deux premiers. Ah ouais. Tu sais, Maurice Richard, là. On va y voir gros, là. Il a fait 50 buts en 50 parties. Après ça, les autres se sont dit c'est une bonne idée, je vais faire pareil. On va le faire. Il y a plein de gens, il y a plein d'autres excellents joueurs de hockey. Ovechkin, Lemieux, Crosby, nomme-les tous. Ils ont tous réussi ça. Ils ont même battu... Gretzky a battu Maurice Richard. Mais on parle toujours de Maurice Richard. Puis il y a des ticus qui ont jamais vu Maurice Richard jouer au hockey. Puis ils en parlent, puis ils le connaissent, puis ils l'adorent. Qui ont le chandail numéro 9 sur le dos. Ouais, tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de changer le nom de contact de Serge. Je suis en train de l'appeler Maurice Richard là, dans mon cellulaire en ce moment. J'ai envie qu'on fasse un toast, pas au Rocket, mais aux premières. Fait que ça va être le temps. Marcello, t'es sur le café. Serge aussi. Par raison de mot de tête, pour moi, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mais gang, je peux vous le dire, là, j'ai un sévère mot de tête en ce moment. Là, ça n'a pas de mais bon ça paraît pas trop. Café de Nord, on n'a pas le choix. Mais non, mais café, ça va rester sur le café. Là, il n'était pas question de prendre de l'alcool. Fait que pour ceux qui nous écoutent là, puis qui attendent le fameux bruit, là, et voilà. Moi, ce que je prends aujourd'hui, parce que vous ne savez pas, mais on est en plein milieu de l'après-midi, un jour de semaine, c'est du sans-alcool, c'est les boissons atypiques. C'est vraiment bon. Il y a toutes sortes de drinks, là. Moi, c'est mon préféré. Puis je pense que je l'ai peut-être déjà parlé dans un autre podcast. Là, je viens d'en renverser partout comme un cabochon. On est plus dans une bière sucrée, Simon, ou dans une bière normale? C'est pas des bières, c'est des drinks sans alcool, pétillants, tout comme prémixés. Celui-là, c'est amaretto.
atypique. La canette est rose. C'est super bon. S'il y en a qui boivent pas, probablement vous connaissez ces alternatives-là. Puis pour moi qui voulais pas me clencher une grosse porter en plein milieu de l'après-midi, je trouvais que c'était... Avec un mal de tête comme Marcello. Parce que les gars vont venir de la garderie tantôt puis ils parlent fort, là, tu sais. Je peux pas t'arranger comme March. Fait que, Serge, à toi, santé. Merci beaucoup d'être là avec nous. Ben, ça fait super plaisir. Super plaisir. Fait que... C'est toujours excellent. Yes. Fait que l'aventure de Chasse-Pêche 2.0 a commencé comme ça. Et un jour, j'ai eu le bonheur de croiser le chemin de mon partenaire dans le salon virtuel, qui s'appelle David Lorrain. Comment il s'appelle ton salon virtuel? Ça s'appelle Click Planner. En fait, c'est un concept, mais pour vous amener jusque-là, l'histoire du web va pas arrêter là. Quand bon, on avait parti avec Chasse-Pêche 2.0, puis mes deux autres associés, une mini tournée de film, on avait 10 salles qu'on faisait dans une année. Mais écoute, c'était compliqué. L'organisation, les organisateurs locaux, la pub. Ouais, c'est gros, là. Puis, tu sais, il y a des frais. Faut que tu loues la salle, faut que tu te déplaces, ça te prend des projecteurs, en plus de tout ce que ça te coûte en caméra. Puis, les hôtels, tout ce que tu veux, tu sais. Puis, tu sais, moi, je passe 6 mois en forêt, de mai jusqu'à fin octobre. Ma femme, quand j'arrive l'automne, là, elle aime ça que je sois à la maison. Oui. T'sais? Elle aime ça pas mal. T'sais. Bon. Fait que, que je lui dise, chérie, je repars pour 40 salles en tournée, et elle n'aurait pas aimé ça trop. T'sais. Et moi, j'ai trop le web dans la tête, parce que je me suis rendu compte que le web, c'est fort. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ben, tout le monde est là-dessus. Là, la COVID arrive. Ouais. Nos salles sont fermées. Notre production est faite, notre montage de film est fait, puis là, on mange de l'argent là, parce que on va pas chercher des revenus des salles. Oui. OK? Je dis à mes deux partenaires, les autres voulaient pas. Je lui ai dit, on va faire une soirée de film sur le web. Non, ça ne marchera pas. Et je dis, écoute, nos lives ont marché, on a fait boum. Là, ça nous copie, là. Ils ont fait la première soirée sur le web. Vous voulez pas en faire? On va vous donner tant du billet que je vais vendre pour les films, puis je vais garder la balance. Là, ils ont fait comme, oh, non. On a vendu en dedans de 30 jours 3400 billets. Hey! Écoute, ça a fait... Pour quelque chose que les gens connaissent même pas, là. Non, c'était la première soirée de film sur le web. Il n'y avait rien. Écoute, la province était fermée. Ben oui, c'était fermé. Quel bout de vie de merde, on se le dit. C'est ça. Écoute, moi, j'ai été chez un de mes partenaires pour être avec lui, mais je devais même pas être là légalement. Non, c'est ça, là. Fait que, on a fait ça. Et de là, après ça, bon, ben là, le COVID a continué. Puis là, moi, je recevais pour en tant que pourvoyeur des organisateurs de salons qui m'envoyaient des demandes. Puis là, je me disais, ils n'ont pas compris comment ça se passe. Ils n'ont pas compris le risque. Ça se peut qu'on soit fermé l'hiver prochain encore à cause de la COVID. Ça s'en allait comme ça. Ouais, la vie a été arrêtée longtemps, là. Hein? Ouais. Moi, je parle avec David, que j'avais rencontré lors des soirées de films, parce que ce qui a fait le succès des soirées de films, oui, il y a Chasse-Pêche 2.0, oui, il y a les films, mais je te dirais que le gros succès dépendait de ce qui se passait en arrière. Puis ça, c'est David qui gérait ça par ses connaissances, puis par son habilité, être capable d'aller chercher l'attention des chasseurs et des pêcheurs dans la province de Québec via le web. OK? Et j'ai dit, il faut qu'on fasse un salon de chasse et pêche sur le web. Mais j'ai dit, ça prend une condition. Ouais. C'est là, tu me voles un sujet, c'est là que tu as été une fois de plus avant-gardiste. On a été les premiers. Parce qu'une fois de plus, et voilà, tu as été le premier à lancer un salon de chasse et pêche virtuel. Fait que tu sais, je l'avais encore en mes notes, je voulais juste le souligner. Ouais, mais c'est parce que le salon qu'on avait, là, il y en a d'autres qui l'ont fait, là. Mais tout ce qu'ils faisaient, c'était du référencement sur des sites web. Nous autres, tout ce qui manquait, c'était une poignée de main, là. C'est tout ce qui manquait. Oui. Tu rentrais dans le kiosque, tu pesais sur mon kiosque à moi, pouf, j'apparaissais, je me mettais à te parler. Ouais. C'était un système, écoute, c'était big.
OK? On a rentré, je pense, 65 000 personnes en 2 jours qui sont venues visiter le salon. C'est énorme. Et là, je me suis rendu compte, tu sais, quand tu fais un salon physique, tu vas aller chercher le monde à peu près à 50 km autour de toi. 50, 60 km. 1 heure de route, mettons. OK? Mais la balance de ces gens-là, là, des autres, là, ils ne voient pas un salon. Ils ne rencontrent pas les conférenciers. Ils ne rencontrent pas leurs vedettes. On s'entend que les chasseurs vivent plus en région qu'au centre-ville de Montréal. Ouais. Tiens. C'est pas dans les grosses villes, dans les gros centres. Mais ce qui est en dehors, personne ne touche ça. Écoute, moi, j'étais à Saint-Agathe-des-Monts. Descendre à Montréal, c'est 1h15 de route. C'est ça. C'est loin, là. C'est comme avec des enfants, c'est comme borderline un peu. Plus les frais. Là, t'es assis dans le salon, t'allumes ta TV, tu peux être 4-5 chums, tu te fais un petit party, des ailes de poulet, la bière, whatever. Ben oui, c'est ça. Tu peux faire un événement chez vous, là. C'est écoute, les conférences que tu veux. Puis en plus, c'est enregistré, ça reste sur le web. Écoute, on a fait un malheur avec ça. Oui, absolument. C'est vrai que le contexte, il y avait la COVID. On était encore tout séquestrés, là. Fait que c'était facile de vendre ça. Mais là, on a parti à un autre concept qui s'appelle Clic plein air, qui est un petit peu comment est-ce que je dirais bien ça? Un événement? Non, c'est Clic plein air, c'est une communauté où tu vas retrouver des conférenciers, des films, possiblement des petits podcasts. Ah oui? Oui. Hey, les gars, ils vont savoir nos faces, tu penses? On peut faire les deux. Hey, en plus. Ça t'as des rabais chez les pourvoyeurs, chez les marchands, puis là, ça grossit. Puis évidemment, la technologie qu'on avait quand on a fait le salon virtuel, c'était en 2021. Ouais. On a fait le salon virtuel. Ça a évolué, là. Ah, ben là, on est rendu ailleurs, là. Fait que le 4-5 de mars, je peux vous dire qu'on va être ailleurs. Fait que là, la gang, mettez ça à votre calendrier. 4-5 mars qui s'en vient, là, 2023, parce que si vous écoutez ce podcast-là, il est sorti avant. Vous avez du stock, le fun, intéressant, puis des rabais à aller chercher sur Clic plein air. Mais mettez ça dans votre browser, là. Serge, où est-ce qu'on retrouve Clic plein air, les liens de ça? C'est clicpleinair.ca. Facile. Facebook, accès par Facebook aussi? Oui, Facebook aussi. Quand tu vas sur la page de Clic plein air sur Facebook, il y a évidemment là, dans les à propos, là, il y a le lien pour aller via le site web. Mais de toute façon, les gens vont en entendre parler parce que là, le gros événement, là, on a un voyage en Afrique à faire tirer. Oh! Okay. Ouais. Puis on a 6-7 voyages de chasse et pêche à faire tirer aussi. Dont un, évidemment, à la Pourvoirie du Lac-Souzy, c'est sûr. La plus belle pourvoirie au monde, il paraît. Une des belles. Écoute, une des belles. Il y a des très belles pourvoiries au Québec. Vraiment. Mais moi, ce qui me différencie des autres, peut-être un peu, c'est que moi, je suis un gars de terrain, je suis un gars très proche des clients. Puis j'ai pas une pourvoirie à gros volume. C'est-à-dire, j'ai pas 250 personnes par jour à pourvoirie chez nous. Fait que je suis capable de prendre du temps, de partir avec mes clients, de les amener à la pêche avec moi, de leur faire vivre des trips et tout ça. Moi, je me tiens plus là-dedans. Le monde, ils vont pêcher avec toi dans la chaloupe, là. Oui, moi, ça arrive très, très souvent. Là, si je vois, mettons qu'il y a un client... Parce que, tu sais, le doré, c'est un poisson assez difficile. Si je vois qu'il y a des clients qui ont de la misère un peu, tu sais, j'ai beau leur dire roulez pas vite, faites ci, faites ça, mais c'est quoi pas vite, là? Puis c'est quoi... Ben, c'est pas tout le monde qui a pêché beaucoup dans sa vie, là. Non, c'est ça. Fait que souvent, moi, puis même Francis, mon chum qui est avec moi en pourvoirie, souvent, on embarque dans le chaloupe avec les clients, puis on part, on va leur payer une ride, là, tu sais, là, puis... Même à la chasse, tu viens à la chasse à l'eau chez nous, là, puis le matin, tu veux pas aller à la pêche, puis t'as un 4 roues, puis tu veux me suivre, tu veux venir faire des appâts avec moi. Pas de trouble, là. Je te fais découvrir le territoire, je te fais triper le plus que je peux. Là. C'est ça l'objectif, c'est que les gens, quand ils partent de chez nous, il y a une bonne expérience. Ouais. Même si des fois le résultat n'est pas là parce que ça arrive, malheureusement, parce que c'est Dame Nature qui gère ça, Marcello. Ça, c'est de la chasse puis de la pêche. C'est la pression qu'on a. Moi et Marcello, c'est cette pression-là qu'on a. Mais si le client ressent que tu as tout fait pour que ça réussisse. C'est ça. C'est mission accomplie. Ouais. Puis souvent, il y a des pourvoyeurs que c'est pas des gars de terrain, là. Moi, je parlais avec Michel Terrien cet automne. Il m'appelle parce qu'il y a des clients, de mes clients à moi, qui ont fait faire une analyse de cartes pour la chasse à l'orignal, tu sais. Ouais.
Puis là, Michel m'appelle pour avoir des informations. Fait que j'ai dit, il est où ton secteur, tel secteur? OK, parfait. Tu sais, il dit, là, ouais, j'ai dit, tel lac, telle montagne, telle place, ouais, il dit, oui, j'y étais là. Ah, t'as été là? Je dis, ben oui, j'ai été là. OK, telle autre place. Oui, telle autre place, tu peux passer par là, par là, par là, par là. Il dit, crime, tu connais ton territoire? J'ai dit, Michel, je suis pas un gars de bureau. Ça, c'est ma faiblesse. La paperasse, là, c'est ma très grosse faiblesse. Ça paraît pas sur Internet, par exemple. Comment? Ça paraît pas sur Internet que c'est ta faiblesse. On va dire ça de même, là. Oui, mais Internet, c'est pas de la paperasse. Ouais. Mais le terrain, j'adore ça. Puis je fais triper des clients. C'est ça qui est plaisant. Ouais. Tu sais, j'ai des clients, mais j'en ai beaucoup qui s'est rendu des bons chums. Parce que je les ai amenés triper avec moi. Et puis il y en a qui c'est quasiment rendu comme un rendez-vous annuel, là. Ouais. Puis quand tu m'appelles pour booker, il dit, tu vas-tu être là? Oui, je vais être là. Oui. Parce que t'es pas là, il va pas, on va y aller quand tu vas être là. Ça, là, moi qui est de l'autre côté si tu veux, de la clôture, vous autres, vous êtes 2 guides, puis moi, dans la vie, je fais affaire avec des guides parce que j'ai pas de place pour chasser, puis j'ai pas le temps, puis, tu sais, tu le vois quand la personne, le guide, va jusqu'au bout de ce qu'il est capable de faire. J'ai fait des chasses avec Marcello où il n'y a pas eu d'oiseaux, puis j'ai fait des chasses où il fallait se tasser parce que les oiseaux nous tombaient sur la tête tellement qu'on en tirait, tu sais. Tu le sais quand la personne donne tout ce qu'elle a, puis d'un, c'est le fun, puis, tu sais, il y en a qui chialent, puis les guides sont juste pour l'argent, puis tout ça, puis je pense qu'en général, c'est pas vrai. La majorité du monde sont comme vous deux, ils trippent à chasser, puis ils trippent à amener du monde chasser avec eux. Puis ceux qui sont pas guides, si vous avez juste amené un de vos chums au chevreuil ou peu importe, vous comprenez c'est quoi le fun d'amener quelqu'un chasser, puis de partager ça avec. Puis je vais vous le dire à vous deux, là, tu sais, ça paraît que vous aimez ça, faire chasser le monde, puis faire découvrir ça. C'est sûr que tu le vis encore plus quand c'est la première fois que la personne va chasser l'ours ou la première fois que la personne va chasser la bernache. Mais même quand ça devient des chums, c'est encore plus écœurant, là. C'est plus fun pour vous autres, puis c'est plus fun pour nous autres, là. L'exemple facile, à Bernache, on est toute la même gang qui vont. Puis là, on s'est texté dernièrement pour être sûr d'être capable d'aller une fin de semaine, tout le monde ensemble avec Marcello. C'est la même chose qui arrive chez vous, Serge, là. Ouais. Puis tu sais, ce que j'ai compris quand j'ai acheté la business, les gens vont venir chez nous parce que moi, je suis là. Parce que je suis guide, puis parce que je suis là. Si j'engage Marcello venir guider chez nous, il va faire une bonne job. Mais si Marcello s'en va ailleurs dans une autre pourvoirie, il va tout drainer les clients avec lui. Puis moi, il faut que je recommence. Ouais. Ça, j'ai compris ça. Fait que j'ai dit, moi, là, ma force, là, je communique bien avec les gens, je suis sociable. Puis ma force, c'est pas de couper du bois puis de charrier de la terre puis whatever. Ouais. Ma force, c'est de partir avec mon client qui a été difficile à monter là pour voir parce que je suis loin. Un coup qui est là, faut que je le rende heureux, là. Ou qu'il revienne, là. Ou qu'il en parle à ses chums. Absolument. Moi, je suis bien plus rentable à partir en chaloupe ou chasser avec mes clients que d'engager un guide, que le guide, quand il va partir avec mes clients. Ouais, c'est ça, là. Je pense qu'en travaillant de la façon qu'on le fait un peu, Serge, on devient le reflet de notre entreprise, veut pas, tu sais. Moi, j'en ai des helpers, tu sais, parce qu'à m'amener, nous autres, il y a un effort physique avant de chasser. Toi aussi, tu dois avoir quand même une part d'employé là-dedans, mais je comprends où tu veux glober ça, c'est que ça devient le reflet Moi, je le dis mot pour mot, c'est mes entrailles, mon service de guide. Ça fait 10 ans déjà. C'est tout ce que j'ai donné à donner à ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Écoute, j'ai eu un client, je vais vous en raconter une bonne. J'ai un Américain qui m'appelle. Bon, moi, ma force, là, c'est la chasse à l'arc. OK? Ouais. Je sais exactement, pour un chasseur à l'arc, ce qu'il a de besoin et ce qu'il veut pas, au niveau du setup. Moi, chaque chasseur à l'arc est customisé en fonction de ses qualités de chasseur. Il est gaucher, il est droitier, il a-tu peur des hauteurs, il a-tu... Mon objectif, c'est de mettre... Tristan est placé comme ça, pas comme ça. Puis... Ouais. Mon objectif, c'est de mettre le chasseur en confiance pour qu'il réussisse son tir. Parce qu'il n'est pas en confiance, il va mopper. OK? Bon. J'ai un Américain qui m'appelle. Il me dit, là, c'est rendu un grand chum, là. OK. C'est une grande gueule, là. Moi, je pensais que j'en ai une, là. Vous êtes bien entendu, c'est ça, je comprends. Ah non, écoute, les pires que moi. OK? C'est un Grec.
C'est un Américain d'origine grecque. Il vient de l'Ohio, puis il m'appelle, il va venir à la chasse à l'arc. Il a été dans d'autres pourvoiries, tu sais. Puis il s'est fait conter des histoires à pu finir, puis ça a jamais été... Puis lui, c'est un chasseur à l'arc comme moi, là. Il veut rien savoir de la carabine, OK? Il m'appelle, puis il dit, je t'intègre, blablabla. Il dit, comment ça se fait chez vous à l'arc? Là, je pars mon pitch. Ben, moi, je fais ça. Il dit, bullshit! Je fais quoi? Ah, il dit, tu me bullshit, là. C'est pas vrai que tu fais ça. Il dit, j'ai fait des pourvoiries, il n'y en a pas une qui fait ça. Ben, j'ai dit, je te dis que je fais ça. Et j'ai dit, écoute, moi, je suis guide. Ce que je te dis là, tu vas m'avoir dans... Parce que je faisais des plans américains à l'époque. Ouais. Tu vas m'avoir d'en face, là. Tu vas m'avoir d'en face 7 jours. J'ai affaire à te compter la vérité parce que maman a même tape que toi. Ouais. Mais je te crée pas. J'ai dit, tu vas faire un deal avec toi. Il s'appelle Tony. J'ai dit, Tony m'a faire un deal avec toi. J'ai dit, s'il y a une affaire que je t'ai dit qui est pas vraie, là, j'ai dit, tu me payes pas. Toi et ton gars, c'est sous mon bras. Puis j'ai dit, tu vas me payer à la fin de ton voyage. OK? Mais j'ai dit, si tout est vrai, tu me payes en double. Il fait comme moi. Ouais, OK. Je te crois. Il a embarqué? Il a embarqué. Écoute, ça fait 12-13 ans qu'il vient chez nous. Il m'a amené à peu près une trentaine de clients avec lui. Ça fait pas 12 ans qu'il paye en double, par exemple. Ah non, ils m'ont pas payé en double. Ils m'ont pas payé en double, oublie ça. Non, mais il croyait pas à ça, tu sais. Puis quand j'ai sorti ça, il a fait comme, ouais, OK. Écoute, la première journée, il a tué en arrivant. Bon. Quand il a vu mes setups, il dit, ouais, tu m'as pas bullshité. Il dit, je te l'ai dit. Il dit, je pense qu'on m'a passé ma semaine avec toi. Je veux pas te bullshiter, je veux pas aller me cacher, moi. Ben, c'est ça. C'est ça la différence entre un gars de terrain et un pourvoyeur je vais dire de bureau. Ouais. C'est là que la différence se fait. Puis bon, c'est ça. Fait que mais c'est la passion qui fait que je fais ça parce que. Un dans l'autre, ouais. Ouais. Serge, on n'arrête pas, excuse-moi de t'interrompre, Simon, on n'arrête pas d'effleurer le sujet depuis tantôt, là, la pourvoirie. Ben, ouais, c'est de ça que je veux qu'on parle, là. C'est ça. Ben, tu vois, on était sur la même page. On fait une bonne équipe. Comment est-ce qu'un gars aussi se dit dans la vie? Ben, ça y est, j'achète une pourvoirie. Parce que là, on s'entend, tu le sais mieux que nous, là. Nous, on fait que l'imaginer. Là, tu changes un mode de vie, là. C'est totalement ça, littéralement ça. Moi, c'est une bulle qui m'a passé au cerveau. OK? OK. Moi, j'étais propriétaire d'un dépanneur. OK. Je me suis fait défoncer 40 fois. Wow. Okay. Plaisant. Oui. Voyons, c'est quoi ça? Excusez, là. Comment ça fait que ça sonne, ça? Pas de problème. Shit. Bon. J'étais comme tanné de ça. Puis la pourvoirie de Lac-Suzy, je la connaissais, j'avais été chassé là. J'ai tué mon premier ours, là. OK. Wow. Ça, c'était hot. Mais écoute, le chemin de Clova à Pourvoirie, qui aujourd'hui prend à peu près 40 minutes, ça prenait 3 heures dans le temps, il fallait te chorer tes ponts. Oh boy. Oui. Oui, non, c'était l'aventure avec un grand A et un grand V. Mais t'es pas à char ou t'es pas à 4 roues, là? T'es pas à char. Explique-moi ça, parce que là, Non, écoute, le chemin, c'était horrible, là. C'était un ancien chemin forestier qui n'était pas entretenu, c'était horrible, là. Tu te promenais deux tracks de 6 par 6, genre, là, puis tu passais là-dessus en pick-up? Ouais. Wow. OK. Quand même. Dans des mal fermés, là. Pas de problème. Mais c'est ça qui arrive quand t'es populaire, le téléphone sonne tout le temps. Ben, Nous autres, Marcelo, ça n'a pas sonné. J'avais fermé la... Tu sais où j'ai pogné quelque chose? Il a tué son premier ours là en plus. Ouais, non, écoute, cette fois-là, vous allez rire. Il faut que je vous la compte, vous allez rire. Je peux juste fermer mon tabarouette de téléphone. Là. T'imagines où est-ce que t'as tué ton premier ours, puis moi c'était mon deuxième d'ailleurs sur ce territoire-là. Imagine, on reprendrait possession de ça. L'histoire, en plus, c'est là que ça a commencé. Pour vrai, je suis jaloux. Je suis jaloux que son premier ours, il l'ait pogné là. Non seulement ça, il l'a racheté à Pourvoirie. C'était écœurant. Écoute, moi, je connaissais pas la chasse à l'ours pantoute. Puis c'était un de mes chums qui était gardien là. C'était le frère du propriétaire de qui j'ai acheté, mais qui à l'époque n'était pas propriétaire. Puis Guy, c'était un petit peu un ermite, il travaillait là, puis s'occupait de la pourvoirie, puis on était monté le voir. On avait payé le forfait de pourvoirie à l'époque, puis
On était monté puis 3-4 jours. Puis j'ai tué mon premier ours, là, tu sais. OK. Puis c'était drôle parce que j'avais zéro expérience dans l'ours. Là. Puis tu sais, l'ours a toujours resté toujours un animal mythique là, qui mangeur d'hommes, là, puis tu sais. Tout le monde a le même speech pour l'ours. C'est comme s'il y avait quelque chose de magique, Ouais. un lien avec les ours et les hommes, que tout le monde a le même speech. Continue. Ouais. Puis j'étais à l'arc. J'ai dans mon stand, il y a un ours qui arrive. Mais moi, dans ma tête, je le voyais big, là. Écoute, il pesait 60 livres, là, Ah, tu vois, je suis pas tout seul, Marcello, finalement, c'est correct. Non. Ça, là, écoute, un ours, là, c'est la pire bête à juger. C'est vrai. C'est vrai. OK? Puis je me suis pas fait pogner qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et bref, je reviens à ça. Je le tire, puis écoute, moi, l'arc a toujours été si j'allais jouer au hockey, là, comme je tire de l'arc, là, probablement on n'aurait pas cette discussion-là. Je devrais être en Floride à quelque part, tu sais. Nice. Fait que l'ours est devant moi, il est de face à moi, je le tire ici. Pas meilleur shot, mais écoute, j'étais tellement habile et confiant dans mes moyens que. Confiant, oui. Ouais, c'est de la confiance, OK? Je tire l'ours, il vire, tombe là. Puis là, il tombe la tête d'un log. Je suis content, je débarque. Mm-hmm. Puis là, pique avec ma flèche, pas de réaction. Je le poigne par la patte parce qu'il y avait la tête dans le trou. Je le poigne par la patte d'en arrière pour le tirer. Les poumons se sont vidés. Ça fait... Hey! Écoute, je te dis, là, ça n'a pas pris 3 secondes, là. J'avais mon arc dans les mains, j'étais étiré, j'étais prêt. Mon arc était à 5 mètres. Ah ouais, mon arc était à 5 mètres à côté de moi, là. Je te dis, j'ai sauté sur mon arc, j'ai pogné, j'ai étiré, j'étais prêt, là. Il aurait fait un pas, puis c'était fini, là. Il était mort. Il était mort, c'est juste... L'air des poumons. C'est pas tout. Génial. C'est pas tout. C'est pas tout. Moi, je le vide pas là. Écoute, quand elle sort du tout, je fais comme, ah, mon Dieu. C'est pas gros. Ah, ben là, hein. Là, je l'embarque sur le bicycle. Et je suis resté avec la crainte, tu sais. Et je te l'ai attaché sur le bicycle, mon homme. Il reste comme Ah, c'est hot. Je me ramasse au camp avec mes chums. Ils ont bien ri de moi, tu sais, parce que j'ai la réputation de pas avoir peur de grand-chose dans le bois. Puis là, j'ai fait comme... non, lui, je le troche plus. Parce que là, si t'es pas en avant de moi, je suis en arrière, m'a t'attaché, mon tabarouette, tu bougeras pas de là. mais je te comprends, parce que mon premier ours, c'était avec Marcello. Tu viens de dire la vérité, toi. Je vais te dire la vérité. C'est là que je m'en vais. Sur mon spot, puis sur le spot à côté, il y a quand même un beau gros ours qui vient. Tu sais, là, je connais pas ça, mais t'es capable de dire qu'il est gros en maudit. Puis il y en a d'autres plus petits qui viennent aussi, puis tout. Toi, il pèse 300 livres. Marcello, le même boss va peser 80 livres, c'est ça? Ben, non, mais il y en a vraiment des 300 ou des 250 qui viennent, mais t'as aussi des plus petits qui viennent. Ben ça, je connais pas vraiment ça dans le temps, là. Fait que là, le premier soir, j'arrive là, puis moi, j'étais avec ma carabine, là. Je sais pas, c'est une shot de 70 mètres. C'est rien de compliqué. Et là, se pointe un ours, puis textbook, ce que je me dis dans ma tête, c'est calice, c'est le gros. Fait que là, je m'installe, il part à la course. Fuck, j'ai manqué le gros, je peux pas croire. Puis là, on l'avait vu en plus avant avec toi, où j'avais failli tirer sur ton épaule, puis j'étais comme, je peux pas y péter ma 30-06 des oreilles, j'ai abandonné le projet, on a perdu l'ours. On y reviendra, ça. Oui, ça, c'est une autre histoire de niaiserie. Plus tard, une demi-heure après, l'ours, il revient. Fait que là, je suis comme, OK, j'étais prêt, j'étais calme, j'étais réglé dans ma tête. Tire l'ours, il part à la course, je l'entends faire du drôle de bruit. Tout est beau. Fait que là, je texte March parce qu'on avait du réseau, j'étais chanceux, j'ai mon ours et j'y vais, tu sais. Mais là, tu sais, moi, un ours, ça a des griffes pis des grosses dents, pis je trouvais qu'il était gros en esti. Ça grogne. Hein? Fait que là, moi, je passe genre en tactique gars de l'armée débile avec ma 30-06, là. Oh oui. Puis là, je marche dans le bois, puis j'avance comme ça. Mais moi, ce que je pense pas, là, c'est que la caméra de chasse, là, je passe devant. Fait que Marcello, il était au camp.
puis il reçoit des photos d'un grand niaiseux en ninja qui rentre dans... Serge, en commando. Oh, oui, écoute, j'étais allé grave, là. Écoute, avant de partir à la recherche de son ours, il a débarqué de son arbre, il a sorti le... Oui, j'étais prêt, là. Je mettais même un couteau à travers de la bouche, puis non. Commando qui s'en va répertorier son ours, toi, chose. Tout ça pour dire que je te comprends d'avoir bien attaché ton ours sur ton 4 roues. Fait que ça a été ma première expérience au lac Suzy. Puis, le gars qui était gardien, c'était un de mes chums, puis longtemps après, il arrive chez nous, j'avais mon dépanneur encore. Puis il arrive chez nous, mon Tigui, puis il dit « Hey, il dit, mon frère, il vend sa pauvrerie. Il dit, des fois, tu connais quelqu'un. » Oh! Okay. Puis, territoire, écoute, c'était un territoire exceptionnel au niveau qualité de gibier de pêche. OK? Mais les chalets, c'était, excusez l'expression, solide. Ça manquait d'amour. Ah, pas mal. J'ai sorti 3 vannes de 45 pieds de cochonnerie qui étaient sur le terrain. Quand je suis arrivé. Okay. Bref, il me dit ça. Puis écoute, moi, tu m'aurais dit, le matin, tu m'aurais dit, tu vas t'acheter une pauvrerie. Pas en tout. C'est même pas dans mes idées, c'est même pas dans mes rêves. Puis lui, il a passé, il m'a dit ça fait comme, poup. J'étais tanné du dépanneur, j'étais tanné des vols à l'étalage, des vols, me faire défoncer de nuit, tout ça, tu sais. Puis, honnêtement, fallait que je parte de là parce que ça s'en venait rock'n'roll un peu. Je m'en venais cowboy pas mal. Fait que, ça peut faire monter la frustration un peu. Après 40 ans. C'est ça. J'étais tanné, là. Tu sais, là, c'était, je suis pas Tom OK, là. Fait 28 ans, là, j'ai le dépanneur, là. Non, passe à autre chose. Puis, je décide de l'acheter. J'en parle à ma femme, évidemment. Mais, tu sais, moi, mes enfants étaient élevés, là. Fait que il était parti, là. Ouais, il était adulte, là. Fait que c'était facile pour moi d'acheter la pauvrerie. Tu sais, j'avais pas de responsabilité. Tu peux pas acheter une pauvrerie si t'as des jeunes enfants, puis ta femme est en bas avec les enfants, puis t'es pas en haut. Ça marche pas. Non, c'est ça, les activités, tout ça, là, tu peux pas. Puis, fait que j'ai décidé d'acheter la pauvrerie, puis à partir de là, ben, j'ai commencé, puis bon, j'avais une mentalité. Tu sais, j'ai développé des lacs trophées de remise à l'eau pour la pêche. Ouais. La chasse, je fais beaucoup de contrôle. Je fais pas de surexploitation. Au niveau de l'orignal, j'ai été encore là un des premiers à mettre une limitation du nombre de pointes pour un orignal. J'ai commencé ça il y a 2 ans. Ouais. Tu mets combien de pointes, mettons, là? Plus que 4 pointes. OK. Fait que 3 ans et demi, là. Les orignaux de 1 an et demi, 2 ans, là, ils s'en échappent. Là. Ils ont 1 an de survie. Fait que j'ai instauré plein d'affaires de même, mais j'ai 6 chalets, moi, pour la pêche. OK. J'ai une centaine de lacs. Puis c'est comme ça que j'ai bâti, si tu veux, ma réputation. Puis le fait d'être près des clients. Moi, tu viens chez nous, c'est moi qui te reçois. C'est moi qui va poser ton moteur. Moi ou Francis. Une pourvoirie à droit exclusif. Ouais, pourvoirie à droit exclusif. J'ai 200 km² de territoire exclusif. Et j'ai aussi, pour la pêche, sur mon permis de pourvoyeur, j'ai aussi 5 lacs qui sont à l'extérieur de la pourvoirie que je peux exploiter à titre non exclusif, là, mais que je peux exploiter aussi, que je peux donner des services sur ces lacs-là. Moi, j'ai une question. Oui. Tu as dit tantôt, j'ai fait des lacs à trophée. Oui. Tu sais, parce que tout le monde comprend un trophée de chevreuil ou d'orignal, là, mais c'est quoi un poisson trophée, mettons? Tu sais, ceux qui vont chez vous et qui se disent, moi, je veux un poisson trophée, ils peuvent s'attendre à quoi? Ils peuvent s'attendre à du très gros doré en quantité. Très gros doré. OK. Puis ça, c'est arrivé. J'avais 2 lacs quand j'ai acheté la pourvoirie. L'ancien propriétaire, Jean-Louis, avait fait faire une réimplantation du doré réaménagement des frayères, puis réimplantation du doré avec le ministère. OK, parce que du doré, tu peux pas ensemencer ça comme tu veux. C'est un poisson qui est extrêmement fragile. Tu peux le prendre, le remettre à l'eau, c'est pas un problème, mais si tu le changes d'habitat, ça marchera pas. Okay. Très fragile à ces niveaux-là, oui. Okay. À cause du taux d'acidité du lac, le pH, un paquet de petits facteurs, qu'il est très sensible aux variations de changement. Tu sais. Contrairement à une truite que tu vas pogner d'une pisciculture, tu la tombes dans un lac, puis pas de trouble avec ça. Puis la truite, à l'inverse, tu pique, tu la saignes, tu peux pas mettre ça à l'eau. Un doré, tu peux le décrocher 25 fois, puis il n'y a pas de trouble. Tu sais. OK, bon. Et j'ai le lac Suzy.
qui a fait partie de cette planification-là, puis j'ai le lac Chenevert. Okay? Chenevert. Okay. Ouais. Quand je suis arrivé à Pourvoirie, bon, lac Suzy, Jean-Louis m'a dit, écoute, il faudrait le garder fermé pour tant de temps parce que tant que le poisson reprenne, parce qu'à l'origine, il y avait du doré là-dedans, mais tu sais, à l'époque, là, les pourvoiries, là, c'est tous des anciens campements forestiers. Donc, le taux de pH de l'eau était élevé parce qu'il faisait de la drave, tout ça. Fait que le temps que ça se replacerait, aménagement des frayères, etc., tu sais, bon. Et moi, j'amène des clients, j'avais des Français qui voulaient pêcher du brochet. Puis je les amène sur le Suzy. J'avais jamais pêché sur le Suzy, là. À la base, je suis pas un pêcheur, je suis un chasseur. Okay. Fait que j'amène le monsieur avec sa femme. Écoute, on se met à pogner du doré de 5-6 livres. Un après l'autre, bing, bang, bang. Quand même. Fait comme, oh boy, OK. Puis là, le lac Chenevert, vois-tu, j'ai acheté en 2008. J'ai été prendre mes premiers dorés là-dessus en 2010. Puis quand je suis arrivé là, j'étais avec ma femme. Je dis, tiens, on va aller l'essayer. J'avais des clients américains qui allaient là pour le brochet. Ils me disaient qu'ils ne pognaient pas de doré. Je comprenais pas parce que ça avait été raménagé. Je m'en vais là. J'ai dit, on va aller tester. Écoute, les 8 premiers dorés que j'ai pris là, back à back, là, il n'y en avait pas un en bas de 8 livres. Ben, voyons donc. Je te jure. Hey. C'est pas comme toi. Ben, voyons donc. J'ai dit, c'est le même qui nous suit qu'on pogne, là. Ouais, c'est un imbécile qui n'a pas compris, là. Chérie, on va y faire un petit scratch à la joue, on va le remettre à l'eau, là, le prochain, on va le savoir. Ça, c'est les premiers 8 dorés que j'ai pris là. Je n'ai pris d'autres, là. Là, ça va oui, belle, mais à travers ça, on a pêché 2-3 heures, moi et ma femme, on a dû pogner 25-30 dorés. Il y en avait à moitié, c'était en haut de 6 livres et plus, là, tu sais, là. Même, je te dirais, le 3/4. Là, je me suis dit, là, je vais aller m'acheter un billet de loterie, là, tu sais, c'est comme, j'ai frappé la journée. Je retourne 2 jours après avec mon fils. On a été pêcher 2 heures. On a dû prendre une centaine de dorés. Wow. Il y en avait à moitié en haut de 6 livres. Oh. J'ai fait comme, OK, remise à l'eau seulement. Là, je commence à en retirer un peu depuis 2-3 ans. Une petite limitation. Mais tu sais, c'est un lac de 7 km de long. Je retire à peu près 200-250 dorés par année de là. Okay. Parce qu'à un moment donné, trop, ça devient comme... c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Là. C'est pas bon plus. Fait que je gère là-dessus. Mais écoute, j'ai eu Daniel Robitaille qui est venu faire un tournage avec l'heure juste il y a 2 ans. Oui. Daniel Robitaille, là, du doré, là, on s'entend-tu qu'il en a vu pas mal plus que toutes nous 3 ensemble, là? Probablement, hein? Moi, j'ai vu Daniel Robitaille faire la poignée du doré chez nous, là. Écoute, j'y ai parlé, là, on va faire un live ensemble, là, le 20 février, là, puis je l'aurais invité à venir chez nous, là, à titre personnel, là, tu sais, là. Il était venu une fois personnel, puis après ça, une fois avec l'équipe de l'heure juste, là. Puis, il avait capoté pas mal, là. Ouais, ça a fait ma renommée un petit peu à travers des salons, à travers l'industrie, tout ça, tu sais, le fameux lac Chenevert. Je m'en suis servi aussi comme moyen de publicité. Au lieu de faire un salon, tu bouquais chez nous, ben, tu venais à la pêche une demi-journée avec moi sur le Chenevert. C'était inclus dans le forfait, tu sais, j'ai fait des petites choses de même. Fait que je me suis servi de ce lac-là comme marketing beaucoup. Puis écoute, le Chenevert, c'est comme la prunelle de mes yeux, là. Il n'y a pas personne qui va là tout seul. Ouais. C'est toujours moi ou Francis. OK? Puis j'ai même eu des gars de l'industrie qui voulaient venir. Et qui, à un moment, en jasant avec eux autres, hey, nous autres, on a des hélicoptères, des hydravions, là, puis on va dans le parc, puis il dit, non, tu viendras pas en hydravion de Poitiers, je vais moi-même. Oublie ça, il n'est même pas question, parce que si je te pogne sur le lac, je le coule, ton hydravion. Écoute. Touche pas mes dorés. Écoute, ma belle-mère n'a même pas le droit d'aller là tout seul. On la salue d'ailleurs. Oui. Il va avec ma femme. Ah, OK. Fait que, bon. Non, écoute, la belle-mère, elle en a pogné un, là, des premières années, là. Ça devait peser 13-14 livres. Écoute, elle avait de la misère à le tenir. Là. Oui, pour faire un aveu, les gars, là, j'ai jamais pogné un doré dans ma vie encore. Ah, ben là. Ça viendra un jour, mais ça se peut que là, je suis une petite idée d'où aller pour vraiment. Là, malheureusement, Simon, moi pis toi, on n'a pas d'hydravion. Il va falloir passer par ça. Ouais, parce que, anyway, si t'as un hydravion, tu vas finir dans les masseurs. On n'en a pas. On va arranger ça autrement. Écoute, ça nage comment un gars de 6 pieds 5, 245 livres? Ah, ça nage. Extrêmement bien. Ça, par exemple,
il y a possiblement même une vidéo de moi en boxeur qui va chercher une chaloupe que peut-être j'avais oublié d'attacher, qui partait dans le courant au fin octobre. Là. Ça se peut que ça existe en chasse à l'orignal. Il a fait ça. Mais non, je nage très, très bien. Écoute, j'ai eu aussi, parce que il y a du doré, mais il y a aussi du très, très gros brochet dedans. Là. OK. Ouais. Brochet. Ah, écoute, prendre des brochets de 20-25 livres, c'est pas rare. Là. J'ai eu un show de TV qui est venu qui s'appelle Calamouche. C'est des gens qui pêchent à la mouche tellement. Je sais pas si tu le connais. Je le connais pas, moi, ça. C'est français ou c'est québécois? C'est à la télé. C'est à la télé, Simon. RDS, ouais, il est venu dans les premiers shows qu'il faisait. Il est venu chez nous. Il m'a appelé. Il voulait venir au mois de mai, fin mai. Et c'est le meilleur temps, le brochet. Moi, je pêche jamais. Mais, début juin, je pêche pas. J'ai pas le temps. Fait que moi, dans ma tête, c'est pas sûr que tu vas faire un bon show. Puis il dit, laisse-moi aller, je connais ça, le brochet. Il dit, si tu as du brochet dans ton lac, casse-toi pas la tête. 15 minutes, le show était fait. Wow. Il revenait pas. Oui. Ouais, il revenait pas. Il dit, j'ai jamais vu ça, un lac de même. Je dis, écoute, j'en prends soin. Il dit, lâche pas d'en prendre soin. Il dit, là, t'as un lac, comment est-ce qu'il m'a dit ça? T'as un lac world class. World class, ouais, la classe mondiale, là, oui. Ouais. Puis, écoute, c'est pour ça que j'ai averti le monde, interdiction de baignade. Ou si tu te baignes, il faut que tu te mettes un jackstrap. Faut te faire mordre, aussi. Ça te faire voler ton asticot. Toi pis ton petit méné, garde tes chats. Fait qu'à Pourvoirie du Lac-Souzy, là, il y a pêche au brochet, au doré, chasse à l'ours, chasse à l'orignal. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, pas vraiment. Petit gibier... Il y en a, mais je le fais pas chasser, je peux pas. T'as pas le temps. Pas parce que si je fais rentrer des gars avec des 12... à l'orignal, ça va graffiner. Avant la chasse à l'orignal, les clients seront pas trop contents. Puis après, c'est parce que moi, je veux descendre là. Ah oui? Ouais, la saison. Combien de temps par année tu passes en haut, mettons? Ben, je rentre là début mai, là. Je sors de là fin octobre. Quand même. Et quand même. Quand je ressors, les premières années, je restais là plus longtemps parce que j'avais une phobie de me faire défoncer. Puis là, à un moment donné, j'ai lâché le morceau, là, tu sais, puis je dis non, moi je descends. S'ils me volent, ils me voleront. C'est ceux qui me volent, là. Il n'y a rien à voler, là. Puis ceux qui veulent y aller à Pourvoirie, là, c'est où physiquement? T'sais, on dit que c'est loin, là, mais ça se trouve où? C'est 32 km à l'ouest de Clova. Je te dirais que de Montréal, ça prend à peu près 5h30 parce qu'ils ont fait des nouveaux chemins, là. Depuis le temps que j'y étais, que je charriais des ponts, ça c'est remédié. Les chemins sont améliorés beaucoup. Notez, vous n'avez pas besoin d'apporter de pont. Ouais. Quand même. Ça fait combien d'années que tu as acheté la Pourvoirie, Serge? J'ai acheté ça en 2008. Écoute, j'avais des gars qui chassaient l'orignal, des chums avec qui on tirait de lac. J'ai fait beaucoup de tirs en salle, tu sais. Les gars voulaient pas nous dire où ce qu'il y avait à la chasse. Puis écoute, ils revenaient avec des beaux orignaux, année après année. Puis quand j'ai acheté la Pourvoirie, ben là, tu sais, j'ai fait le tour du territoire. Puis là, j'ai un camp qui est au bout du Lac-Souzy, qui est au Hazelwood, un vieux camp. Puis les gars avaient écrit leur nom, tout ça. Puis moi, je rentre, puis tu sais, quand j'ai visité des chalets, tout ça, puis je regarde, puis je me mets à lire ça. Ben, cibole, Roger Como, c'est là qu'il allait à la chasse au Lac-Souzy. Il me le disait pas. Il me le disait, tu sais, il voulait pas nous dire ce que c'était. Ouais. C'était là. C'était dans la Pourvoirie que je venais d'acheter. Tu sais. Ouais. Fait que, quand même. Sharp. Ouais. Là, j'écoute ça, là, ça a toute l'air merveilleux, avoir une Pourvoirie. La bonne et mortelle, là. Oui, mais non. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs à être pourvoyeur? Parce que, tu sais, si je pense que demain, c'est écœurant, c'est pas la chasse tout le temps, puis, mais ça peut pas être rose de même, là. Non, c'est pas rose pour diverses raisons. Premièrement, il y a une grande gestion à faire avec les compagnies forestières, avec le ministère. OK? Il y a ça. Il y a tout ce côté-là que quand t'es pas pourvoyeur, moi, j'ai appris sur le tas, là, mais parce qu'un jour, je vais vendre, tu sais, j'ai 65 ans, fait que l'huile d'un cylindre, je commence à avoir les cils qui perdent de l'huile un peu, là, tu sais, avec l'âge, là, fait que je vais être à vendre, mais le jour que quelqu'un va m'acheter, il va falloir que je le coach pour ça, parce que c'est vraiment très, très touché, puis les compagnies forestières, aujourd'hui, c'est mieux que c'était, mais quand j'ai acheté il y a 10 ans, on m'a dit, si tu faisais pas attention, là, tu leur donnais le pot de vaseline, là. C'est à peu près ça. Okay. Puis, c'est vrai que tu peux...
oui, tu vas aller à la chasse par la pêche, mais tu peux pas toujours aller à la chasse par la pêche. Je peux pas, moi, aller chasser pendant que j'ai des clients puis récolter un orignal qui mesure 60 pouces de panache, pendant que mon client, il voit pas une piste parce que, excusez l'impression, il est trop cabochon, tu sais. Ah ouais. Fait que il faut que j'aille un certain respect. Fait que moi, ça se fait souvent après ou après ma chasse. Là, c'est avant que les clients arrivent ou après que les clients soient arrivés. Ouais. À part si j'ai, mettons, comme mon Tony que je vous ai raconté tantôt, que quand il vient, il sait que je chasse, puis lui, il n'y a pas de trouble avec ça, parce que des fois, il vient me filmer aussi, puis tout ça, tu sais. Parce que c'est plus une party de chum que le client. Mais il y a quand même, faut faire attention à ce qu'on fait quand on est pourvoyeur, parce qu'il faut pas oublier que, premièrement, on est là pour remplir les rêves des clients. Ouais. C'est notre mission première. Puis ils nous payent pour ça. Fait que par respect pour eux autres, ben je pense que c'est important de faire la job, là, tu sais, là. Ouais. Moi, des ours, là, j'en ai abattu plusieurs dans ma vie, puis du gros gibier, je n'ai abattu en masse. C'est pas un de plus, un de moins qui va changer de quoi dans ma vie. Ouais. Mais je vais avoir bien plus d'agrément à ce que la femme d'un de mes clients récolte son premier orignal ou son premier ours ou pointe son premier gros doré, puis que j'ai ça sur caméra, c'est autant de plaisir que de les prendre nous autres mêmes. Puis d'assister. Comment tu dis ça? D'assister à cet événement-là. D'assister à ça. Puis tu sais, moi, quand je guide à la pêche, là, quand je fais un doré, là, j'ai une bonne idée de ce que j'ai au bout de la ligne. Si je sens que, il y a du poids, ben, je vais dire, Simon, prends ma ligne. Ou, mettons, si tu es avec ta femme ou ton petit gars, va le donner à ton petit gars. Ouais. Parce que si ton petit gars capote, toi, tu vas devenir, je fais pareil, tu vas être content. Puis tu vas revenir. Ben oui, il va revenir, c'est sûr, puis on fait tout pareil. Pas un crapet soleil, puis je lui donne la ligne, là, tu sais, je veux dire. C'est ça. C'est ça qui est plaisant, là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ma job, c'est de faire ça, puis c'est d'encadrer les gens le plus possible, puis tu pognes du poisson. Parce que j'étais un petit peu loin de la ville, tu sais, je suis pas, moi, une pourvoirie de fin de semaine, deux jours, là. On dit ça, là. Tu viens pas chez nous pour 2 nuitées, là. C'est 3-4 nuitées minimum, puis t'as du chemin à faire. Fait que, j'ai réussi à les amener là, par mon marketing puis tout ça. Ouais. Quand ils sont là, si je leur donne une coche de plus, le job est fait. C'est ouais, absolument. Puis ça, c'est la publicité qui se fait tout ça. Parce qu'après ça, ils retournent chez eux, puis hey, tu ne connais pas les 3 jours. Puis c'est autant plaisant. Tu sais, moi, du doré, là, j'en pogne à tour de bras, là. Fait que quand je suis pas avec mes clients, là, même si c'est pas moi qui les sors, j'ai rien à prouver aux clients, moi, à part que je le rends heureux. Ouais. Ben, puis de toute façon, là, les gens qui vont aller voir un guide s'attendent à ce que tu sois une coche au-dessus, en sauvagine, en orignal ou peu importe. Parce que tu vas m'amener là, puis tu vas me dire comment faire à peu près, parce que tu payes pour le lieu, le service, puis tu payes pour les conseils aussi. Là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est niaiseux, là, mais ça prend ça. Fait que ça sert à rien, comme tu dis, de te ramasser un 60 pouces puis de faire ton frais dans le camp pendant que les autres, ils ont vu un raton laveur. Là. Mais non, écoute, tu sais, il y a un temps, je faisais des chasses guidées à l'orignal avec des Européens. Ils faisaient ce qu'on appelle du one-on-one, là, parce qu'un Européen, il veut pas avoir l'histoire de 2 tags, il veut rien savoir de ça. Il veut juste sa bébête à lui. Fait que souvent, le guide taguait avec lui. Ouais. OK? Puis c'était quand même des gros sous, là. On parlait de 4-5 000 $, là. Fait que j'aurais été malaisé, moi, de tirer un orignal, puis... Ah non, c'est clair. Tu sais, fait que... C'est clair. Hey, Marcelo, on est-tu rendu la petite chronique qu'on ramène, là, qu'on avait perdue? Oui, puis après ça, justement, on va ramener Serge dans le temps de notre podcast parce que je veux qu'on reparle de la chasse à l'arc traditionnel, que ça l'a fait voyager. Mais commence avec ton item. OK. Je suis depuis plus longtemps, là. Ça fait, on présentait tout un cossin de chasse, tu sais, quelque chose qu'on trouve le fun, important d'apporter à la chasse avec nous autres ou qu'on aime. Puis, on s'est dit qu'on le ramènerait parce que, il y a du monde qui nous ont dit que c'était intéressant, puis nous autres aussi, on aimait ça. Fait que, je vais commencer. C'est peut-être pas quelque chose auquel vous vous attendez, là, mais j'ai comme une genre de petite trousse tactique, là, que j'ai pogné pas cher sur Internet. Puis ça, c'est comme un kit vous voyez que les croix, là, c'est si on se fait mal. Là, je traîne des plasteurs, des ciseaux, des bandages pour les bras cassés. J'ai des tourniquets. Si par malheur, je me faisais tirer d'une cuisse, tu sais, là. Puis, c'est niaiseux, mais si vous avez des enfants, puis vous les apportez à la chasse avec vous, que, tu sais, même si c'est pas loin, tout le monde le sait, un enfant, c'est un petit peu plus clumsy que
Même s'il y a des adultes qui ont de la misère à gérer aussi, là. Je sais pas de quoi tu parles. Prenez-vous un kit de plaster, de polysporin. Moi, là-dedans, j'ai des Advil, des Tylenol, j'ai des Benadryl si jamais quelqu'un fait une réaction allergique par rapport. C'est une super belle sécurité, puis ça a servi principalement pour des coupeurs. Tout le monde se coupe dans le bois, je sais pas pourquoi. On sort tout le temps là avec les mains coupées. Non, mais, tu sais, ça, si vous avez des enfants, je trouve que c'est un must. Tu sais, le mien, il est gros, là. Tu sais, j'ai mis beaucoup de stock dedans, là. C'est limite un kit de guerre, là. Mais, tu sais, ça rassure ma blonde, parce que des fois, à l'Orignal, on va vraiment loin, puis tu sais, je sais pas, je pense que je l'ai conté l'histoire, où on était pris dans le bois, puis on était plus capable de revenir parce qu'on avait plus de moteur. Tu sais, je suis capable de me débrouiller, puis à peu près tout ce qui va arriver, à moins d'être coupé en deux, je suis capable de le gérer, là, tu sais, là. Fait que, faites-vous une trousse, là, trouvez ça n'importe où, là. Je pense qu'il y a des compagnies québécoises qui en vendent. Sinon, vous en montez une, ou vous en achetez une tout faite sur Wish, là, ou n'importe quoi. Je pense que ça, c'est un must. Puis moi, je l'ai tout le temps. Puis Marcello, tu le sais. Oui. Puis même quand on va à Sauvagine, je le dis, s'il y a quelqu'un qui se fait mal ou si je me fais mal, dans mon sac à dos, il y a une trousse. Allez-y, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Des fois, j'ai l'air du gars qui est un peu trop, qui fait un peu trop attention. Mais la journée où quelqu'un va perdre un doigt, on va être capable de gérer ça, tu sais, là. Ça, c'est mon petit bout de sécurité. Simon, on va skipper pour ce podcast-là. On va skipper le mien. On va passer au cossin à Serge. Parfait. Oui, Serge, t'en avais un bon pour ça, toi. Ouais, écoutez, Même deux. moi, j'ai un chum. Les mocassins, il faut que je descende les chercher. Hey, ça s'appelle, le type qui fait les mocassins, ça s'appelle Cuir Indiana à Québec. Cuir Indiana, OK. À Québec. Ouais, vous irez voir son site web, vous allez voir les mocassins qu'il fait, là, c'est toute beauté, là. Moi, c'est un de mes chums. J'ai un de mes chums qui est, il est toujours en train de penser pour en faire des bébelles, puis il étudie, lui, il est comme machiniste un peu, il fait tout. Il travaille à Urgence Santé maintenant. Il m'est arrivé avec ça au printemps pour nos cartes SD. Parce que c'est des maudites cartes SD. Moi, j'ai à peu près 40 caméras là, pour la chasse à l'ours. Puis ça d'un pas, j'en perds, ça tombe à terre, ça. Bon. Il m'amène une boîte qui est comme ça, OK? Que je dévisse et que là, je peux mettre jusqu'à 6 cartes SD dedans. C'est toutes des petits slots pour ceux. C'est toutes des petits slots. C'est un genre de cylindre avec un couvercle, parce que je pense à ceux qui nous écoutent. Il y a des petites fentes, puis les cartes rentrent flush dedans. Là. C'est ça, exactement. Ça. Ils se cognent pas. J'ai trouvé ça génial. Puis, c'est imperméable, ça tombe à l'eau, aucun problème. OK. En plus, il me fait le crest de chasse-pêche 2.0. Sharp. Ben oui. Fait que là, j'y en ai fait faire parce que je vais en mettre en marché. J'y en ai fait faire avec pour mettre un mousqueton pour l'accrocher soit après tac-tac, soit la ceinture. Puis, ici, dans les slots, attends une minute, là, je peux bien prendre. Qu'est-ce ça? Juste ici en haut, partie du haut puis partie du bas, des mini SD. Deux slots parce qu'il reste la place dans le plastique pour en faire. Ouais, pour des mini SD. Là, on a fait des prototypes. Pas bête. Puis je vais lancer ça très, très prochainement. Là. Mais ça, j'avais trouvé ça génial, ce qu'il m'avait fait. Puis il n'y en a pas sur le marché de ça. Il y a des portefeuilles, il y a des affaires, puis ça pointe de l'eau. Puis là, tu mets ça dans tes poches, tu sens pas ça. Puis la seule différence... Ça prend pas de place. Non, la seule chose qu'il faut que tu fasses attention, parce que ça m'est arrivé, évidemment, c'est que quand tu as des vis, dévisse-le pas à l'envers parce qu'ils vont tous tomber dans le bois. Oui, mais en ayant ton crest chasse-pêche 2.0 qui est probablement sur le dessus, ça va donner un bon indice puis que ça arrive, justement. Oui, puis ceux qu'on a fait faire de mémoire, là, je pense, on l'a fait, ça c'est incrusté dedans, mais on l'a fait en relief. Fait que ça veut dire que quand tu y touches, tu sens que c'est le dessus de la boîte. Ouais. Exact, en plus, ouais. Puis là, il va y avoir des couleurs disponibles, là, parce que je sais que moi, depuis quelques années, je me suis mis à trouver des cossins de chasse orange fluo, parce que c'est le fun d'un couteau camouflage, là. Mais quand tu le trouves plus parce qu'il est camouflage, il te fait chier. Écoute, moi, ils vont être orange fluo. Bon, et voilà. Justement à cause de ça, parce que le gris, je l'ai échappé une couple de fois, parce que tôt sur le nerf vite fait, puis tu cherches, là, tu sais, là, mais fluo, tu te trompes pas, là. Parce qu'effectivement, des
des couteaux camo, on en est perdu quelques-uns et tout, là. Ben, tu sais, c'est niaiseux, tu vides ton orignal, la lame est plein de sang, il y a du sang partout, puis là, ton manche, il est camo. Tu le déposes parce que tu veux t'essuyer les mains ou tirer, décoller quelque chose. Là, tu regardes à terre, puis il est où? Là, c'est pas le temps de te mettre à chercher, il coupe le couteau. Ah non, ouais, c'est pour ça que ça prend ton petit kit. Hein? Le kit de survie? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, pour les auditeurs, si vous êtes du genre à perdre votre couteau, ça vous prend le kit avec. C'est ça. Super de bel item, Serge, par exemple. C'est une bonne idée, une belle innovation. Ouais. Serge, je veux te ramener dans quelque chose. Je veux te ramener dans le passé du podcast. On a parlé de chasse à l'arc traditionnel. Non seulement tu as eu une passion pour ça, mais cette passion-là, entre autres, t'a fait voyager. Ouais. Oui, c'est vrai, ça. Parle-nous de ça pour tes voyages de chasse, là. Écoute, j'en ai fait plusieurs aux États-Unis. J'ai fait l'État du New Jersey beaucoup. OK. Écoute, j'ai été encore là, un des premiers à faire une chasse d'hiver dans l'État du New Jersey à l'arc. Je devais avoir 22-23 ans à peu près. Personne n'avait été là. Je me cherchais une place pour aller à la chasse parce que je n'avais pas assez eu à l'automne. Puis à un moment donné, mon chum m'arrive, il dit au New Jersey, il y a une saison au mois de janvier. Hein? On s'en va là. Ah ouais. Hey, je parlais pas un mot anglais, là. Moi, je suis arrivé là avec mon petit livre, là, de traduction, là. Pas d'Internet, là. T'avais pas de téléphone, t'avais rien, là. Ouais, Google Translate n'existait pas pendant tout, donc on est loin de ça, là. Fait que je pense que j'ai été un des premiers à faire de la chasse d'hiver à l'arc dans l'État du New Jersey. Puis c'est le chevreuil au New Jersey, là. Ouais, c'est ça de Virginie. OK. Puis j'ai chassé là, écoute, jusqu'à temps que j'achète ma pourvoirie longtemps. J'ai fait ça pendant, je sais pas, si 20 ans, 25 ans, facile. Quand même, hein? Ouais, j'ai été là longtemps, j'ai des chums là-bas puis tout, là, tu sais, avec qui je parle encore. Là, c'est juste une question de timing là, qui fait que j'y ai pas été, là, tu sais, là, puis... Ouais. Et tu sais, quand j'arrive de la pourvoirie, il faut que je dise à ma femme, je repars au New Jersey. Salut, bye! Ouais, au-delà du New Jersey, as-tu fait d'autres places aussi? Ben oui. Là, j'ai commencé là, puis mais j'allais là 4-5 semaines par année parce qu'il y avait des saisons régulières, puis il y avait ce qu'on appelle des saisons extensionnées qui te donnaient le droit à 2 autres chevreuils, tu sais. J'ai tué énormément de chevreuils de Serre de Virginie dans ma vie à l'arc, mais c'est parce qu'on avait le droit d'en avoir, puis j'ai mis beaucoup de temps aussi, là. J'étais pas un chasseur de fin de semaine. Ça va avec, là, c'est ça. 4-5 semaines par année dans l'État du New Jersey chasser. Fait que veux pas m'amener. OK, là, c'est beaucoup, là. Ouais, m'amener pour que tu t'en ramènes, là, parce Simon, que c'est comme... Tu comprends-tu pourquoi sa femme avait plus rien savoir, là? Ouais, non, il a trop abusé. Lui, il a trop abusé, là. Non! Hey, je vais voir la mienne, puis je prends 4 semaines dans ce moment-là. Ah, OK. J'essaie de comprendre les pourquoi, là. OK, là, 4-5 semaines, j'abuse. J'ai fait un petit peu l'État de Pennsylvanie. OK. Puis avec mon chum que je me suis fait au New Jersey, lui, c'était un ancien joueur de football professionnel. Il y avait un petit bar à côté du Sport Shop. Puis à un moment donné, là-bas au New Jersey, là, les hôtels, là, c'est assez ordinaire. Fait que je m'étais mis chum avec le gars du Sport Shop. J'ai dit, écoute, tu connais-tu quelqu'un qui a un chalet à louer quand on vient au mois de janvier? Il dit, j'ai un gars, on va vous le présenter, c'est un maniaque de chasse. Fait que il nous présente Bob. Puis Bob, il était propriétaire du bar à côté du Sport Shop, tu sais. Ses parents descendaient en Floride tout l'hiver, fait qu'il y avait la maison de ses parents. Fait qu'on louait la maison. À un moment donné, il a commencé à venir à l'ours avec nous autres. Parce qu'il était venu à l'ours au Québec, puis je suis des pourvoyeurs, puis il avait rien fait. Mais lui, c'était un maniaque d'arc. Fait que dit... chez vous, c'est setupé pour ça, fait que... Ouais, mais dans le temps, j'avais pas la pourvoirie, là. OK. J'avais pas la pourvoirie. Ouais. Puis on avait le droit d'amener des non-résidents chasser avec nous autres. Fait qu'il est venu à la chasse avec nous autres. Puis là, à un moment donné, il disait, hey, ça te tenterait-tu d'aller au Colorado? Chasser le Wapiti? Hey, ça, c'est ma chasse, là. Ça, c'est celle-là que je veux faire un jour. J'ai tripé là, man, là, t'as même pas idée. Ah, c'est sûr. La première fois qu'il m'a amené là, tu sais, j'étais shape, là. Là, le temps t'a rattrapé. Pas mal. Comment? Le temps t'a rattrapé. Disons-le de même. C'est ça. C'est beau, Art. C'est beau. Tu sais, quand j'étais là, je devais avoir 30-32 ans. Je jouais au soccer 3-4 fois par semaine.
Je pesais 190 livres, 195 livres, j'avais pas une once de gras, là. Ouais. Massif, là, Ça montait dans la montagne. Là. Comment tu dis ça? Ça montait dans la montagne. Ouais. Et la première fois qu'il m'amène là, il dit, on va chasser en altitude. On va être à 10-12 000 pieds. Il dit, je vais te conseiller de prendre des aspirines, une aspirine par jour pendant 2 semaines avant que tu montes pour t'aider à éclaircir le sein un peu parce qu'il dit, tu vas avoir de la misère, tu sais. OK. Tu fais là, toi, man. Tu fais là. Moi, de la misère, oublie ça. Je suis jamais ça un mal de tête. Moi, je suis top shape. Voyons donc, tu fais là. 2 jours sur le cul. Pas d'énergie, pas rien. Oublie ça. Mais c'est dur de s'adapter, là. Moi, j'étais allé au Pérou, puis ça cogne l'altitude, là. Ça cogne. Ah, ouais. Mais, quand je suis revenu de là, j'avais les poumons gros de même, bien plein d'oxygène. Écoute, je jouais au hockey, là. C'était le temps de signer un contrat, c'était là, cette journée-là. Oui. Parce que le lendemain, c'était fini. Là, il n'y a plus de gaz dans le moteur, il est tout parti de gaz. Boy. Fait que j'ai chassé le wapiti là. Et tu sais, écoute, c'est génial. T'as même pas idée. C'était un animal. Tu te lèves la nuit, là. Tu sais, tu te lèves quand il fait noir, là, pour te préparer pour la chasse. Là, on campait, là. Là, on était monté en avion, on louait des véhicules. C'est parfait. Camping sauvage. Écoute, le matin, tu cassais la glace dans la poêle pour te faire cuire tes œufs, puis à midi, il faisait 80 à peu près, là. Tu sais, là. Ouais. Tu dans le front, là, puis tu te lavais dans le cric, puis tu sais, puis t'allais aux toilettes en arrière d'un arbre, là, tu sais, là. Ah oui. Ah, c'est hot, ça. Ouais. Fait que, puis les montagnes, tu vois pas le bout. Moi, à un moment donné, j'avais un ridge. Je voyais un ridge, à plein milieu de la montagne. Vous savez, c'est quoi un ridge? Ah oui. Ouais, Non, pas une vallée, c'était un plateau de zone de transition, dans le fond. Là. OK. Les gibiers, souvent, ils se promènent là-dessus parce qu'ils se sentent en sécurité. Ils sont là, ça arrive d'en bas, ils montent en haut, puis ça arrive d'en haut, ils descendent en bas. Fait que ça leur fait une zone. Hey, j'ai dit, moi, je m'en vais là. J'ai jamais atteint ça, là. Oublie ça, je suis parti le matin, là. J'ai jamais rendu là. Ça se faisait pas une journée, là. Non, oublie ça. Oublie ça, là. À un moment donné, j'ai viré de bord, là. J'ai reviré de bord carré. Fait que j'ai vécu des très belles expériences. Écoute, cet animal-là, quand tu te lèves le matin qui fait noir, là, puis tu l'entends siffler dans les montagnes, là. Ah oui, Écoute, c'est magnifique, là, tu sais, là. Et c'est là que j'ai fait les premières rencontres ardues avec des ours. Ah, ardues? Ah ouais? Comment ça? Ah oui, parce que là-bas, les cultivateurs, ils vont dropper des vaches au pied des montagnes, puis ils les laissent manger. Quand la neige pogne, ce qui reste des vaches, qui sont pas mortes, ils redescendent, puis là, les cowboys les ramassent, puis ils retournent pour l'hiver, OK? Fait que là, t'as des carcasses un peu partout, souvent, tu vas tomber là-dessus. Et là-bas, le bois est pas comme chez nous. Ils ont beaucoup de trembles, de bouleaux. Ils ont des pinettes dans des vallées, tout ça. Mais ils ont un arbre qui s'appelle le scrub oak. C'est comme c'est comme une boule. Okay. Je sais pas si c'est un chêne. Il y a des petits feuilles. C'est pas comme un chêne. C'est pas une feuille de chêne, mais ils appellent ça des scrub oak. À travers ça, là, mais là, c'est parce que c'est dense, là. Tu te promènes, t'es comme dans des tunnels, là, tu sais, là. OK. Puis, tu vas à ton stand, tes places, tu passes là-dedans, tu sais. Puis là, c'est dense, là. Tu vois pas, là. 5 mètres, 10 mètres max, là. C'est comme ça. C'est comme dans le salle ici, là. Ouais. C'est dans le salle. Ouais. Fait que moi, je suis dans mon stand, à un moment donné, j'ai 2 ours caramel qui, j'ai une carcasse de vache qui est pas loin de moi, tu sais. Je sais pas ce qu'elle est exactement, mais j'ai fait l'odeur. À un moment donné, il y a 2 ours cannelle. Là, je sais pas si j'ai le droit de les tirer ou pas. Puis je veux pas prendre de chance parce que je veux pas me... Là-bas, manque pas ton coup au States, là. Ouais, c'est ça. Je te ramasse en dedans, là. Ouais. Je niaise pas avec ça, là. Fait que là, je savais pas trop, puis j'ai pas tiré, tu sais. À un moment donné, la noirceur arrive. Mais là, c'est pas des petits ours, là. Pas des petits ours comme mon premier, j'ai tué à Clova, là. Okay. Puis, c'est-tu du grizzly? C'est-tu un ours noir cannelle? Je le sais pas, puis j'ai pas le goût de tester. Comprends? Ouais. Et là, faut que je descende, parce que là, j'ai une walk à faire, là. J'ai peut-être 1 heure de marche, là. À travers mes trails pis tout, là. À travers ces scrub oak, là. Là, j'ai dit, faut que je descende, là. Parce que là, il commence à faire brun, là.
Là, ils sont 2. Je tire une flèche d'un arbre. Toc! Ils partent. Bon. Je descends. Puis là, c'était comme brunante, claire. OK? J'arrive, j'ai une plage, j'ai comme un tunnel de ces arbres-là, des scrub oaks, qui a peut-être 100 pieds de long. Je regarde au bout du tunnel, j'ai joué mon chum qui était là, mon petit ours, mon cannelle qui était là. Fait que là, je fais du train, casse des branches, tu sais. Oh, ouais. S'en va, il adhère à s'en aller. Et moi, je parle, mais écoute, là, je suis comme, marche, puis je suis comme, je fais attention. Ah oui. J'arrive à la sortie du tunnel. Il est là à 5 mètres. Wow. Eh, monsieur. Mais lui, il a peur de moi. Bon, ouais, mais ça veut pas dire qu'il décidera pas de se forger pour se défendre. Là. Il va lâcher un cri de la mort. Ah ouais. Il va te dire, il n'y a pas de danger que, excuse l'expression, que je fasse dans mes culottes parce que ça a serré sa lutte. D'après moi, Simon, il y a eu 2 cris de la mort. Et là, moi, j'étais plus ben loin, là. J'ai pris le train en bas, assez vite, une flèche prête. Et lui, il a eu peur, il a eu aussi peur que moi. Il est parti, là. Il est parti, là, lui, là. Fait que ça a été une de mes premières rencontres proches avec des ours, tu sais, là. Fait que ça, j'ai vécu ça là-bas, puis j'ai vu du wapiti, j'ai vu du mule deer. Écoute, j'ai fait j'ai été là 4-5 fois. J'ai été 2 fois en avion, puis après ça, j'ai été en troc, là, tu sais, parce que j'ai dit, on va s'amener du stock, puis on va traîner nos autres affaires, puis pour moi, le temps, c'était pas grave, là, tu sais, j'étais à mon compte, j'étais capable de prendre du temps un peu. Fait que je suis monté dans le troc, mais c'est 36 heures de route, là, tu sais, là. Wow, quand même. 36 heures. Et c'est là que j'ai commencé à chasser à l'arc traditionnel. Parce qu'avant, j'étais un chasseur à poulie. Oui, j'ai commencé à l'arc traditionnel jeune. Et quand les premiers arcs à poulie sont arrivés, des Whitetail, des Polar LTD, des Alaska, toutes ces affaires-là, je suis tombé à poulie comme tout le monde. T'sais. Ah oui. Puis je faisais du tournoi. Beaucoup de tournois de chasse, là, tournois 3D qu'on voit aujourd'hui. Oui. Puis il y avait des gars qui tiraient avec des arcs traditionnels, mais ils rentraient dans le bois avec un carquois bien plein de flèches, il ressortait, il n'avait plus une. Je me disais, j'irai pas à la chasse avec ça, là, c'est déjà difficile de chasser à l'arc. J'irai pas m'handicaper plus que ça. Puis un des voyages qu'on a fait, il y avait deux, on était 5 ou 6. Il y en avait 2 qui chassaient à l'arc traditionnel. Et moi, dans le temps, je tirais pas mal fort à l'arc. Et mon chum le savait. Fait qu'il a commencé à péter une broue à ces 2 gars-là, tu sais, puis il a commencé à me tirer à la pipe. Hey, j'ai dit, moi, les gars, là, vos actes traditionnels, là, ils mettent la cible à distance que vous voulez, la grosseur que vous voulez. Je vais tirer avec les miroirs et vous donner une chance. Correct? La confiance était là. Ah oui, non. Là, on s'installe, on monte le campement, on s'installe. Il dit, Frenchie, tentes-tu de demander une volée à l'arc? Hey, je pars à rire, moi. Écoute, moi, je tirais d'un trou de washer sur une corde à 10 mètres. Je donnais des démonstrations de tir. OK? Oui. J'en tirais des flèches, là. Je tirais 300-400 flèches par jour. Tous les jours, 7 jours sur semaine. 7 jours sur 7, là. Oh, OK, ouais, c'est ça. On est ailleurs, là. Ah ouais. Fait que moi, il me dit, tu vas moi t'en payer une, hey, man. Puis moi, j'ai un défaut. Si tu me dis que t'es pas capable, là, moi, faut pas que tu me lances un défi. À l'arc, faut pas que tu me dises, tu pensais être capable de pogner ce cible-là? T'es faite. Oh, okay? Gage pas avec moi, t'es faite. Puis aujourd'hui, parce que j'étais beaucoup moins qu'avant, mais quand j'étais dans mon hot time, dans ton pic, oublie ça. J'étais murder. Mais bon, avec moi, les 2 Américains, c'est comme avec vos astis de tire-poids. Comme Monette, il me dit, vos lanceurs de Forens, là, oublie ça. là, ça va s'installer, c'est à peu près à 30 mètres. Ils vont mettre une assiette de carton à 30 mètres. Pas à rire. Moi, je dis, votre flèche, ça se rendra même pas. Arrêtez-moi ça, c'est rapprochez-vous. Je vais vous donner un break, prenez 10 mètres sur moi. Je vais d'un autre 10 mètres, je vais m'en aller à 40, je vais pas trop. Hey, ça se met à piner dans l'assiette. Je fais comme, ouh. Mais là, une arc traditionnelle dans les montagnes au Colorado, là, ou les Rocheuses, ou peu importe, là, ça pèse rien, là. T'as pas d'appui-flèche, t'as rien, t'as une corde. Il n'y a pas de gréement, t'as une corde pis t'as pas de gréement, il n'y a rien. Moi, je partais, là, avec l'équipement pour mes arcs, là.
J'avais des poulies de spare, j'avais des cordes de spare, j'avais des cordes de spare, puis j'avais une patente que je m'étais faite pour être capable de bander l'arc, pour être capable de changer ces pièces-là, des bushings, j'avais tout, là. Tout ce que j'avais pas, c'était des lampes et une poignée, là. Ouais. Hey, ils me font la démonstration qu'il y a moyen de bien tirer avec ça. J'ai fait comme, je peux-tu essayer vos arcs? Ouais. Puis là, j'ai pogné un piqueux de suite. Puis écoute, s'il arrive un magasin proche, parce que moi, j'ai tout tiré à l'instinct. Fait que moi, faire la transition, j'avais le même style, c'était très, très facile. Très, très facile. Il y a eu un magasin là. Je partais, j'allais m'acheter une traditionnelle, là, puis je chassais avec ça, là. Fait qu'à partir de là, je suis revenu. J'ai vendu les poulies que j'avais, je me suis équipé avec des arcs traditionnels, puis depuis ce temps-là, j'ai des arcs traditionnels, là, tu sais. Puis là, t'en as 2 belles en arrière, mais j'imagine que c'est pas tes seuls, là. Comment t'as deviné ça? Je sais pas, c'est un guess, là. T'as presque pas l'air intense, fait que... Toi, t'avais qu'on y va à l'instinct. J'en ai un autre site d'accrocheur en avant. Ah bon, c'est... là, j'en ai moins que j'en avais. J'en ai déjà eu plus que ça. Tu sais, il y a des gars qui collectionnent les armes à feu. Moi, j'aime les traditionnels. C'est parfait. Tout ça. Fait que c'est silencieux. Même, on pourra dire que tu as beaucoup voyagé, encore une fois, grâce à cette passion-là, là, tu sais. Ouais, passion de la chasse. T'sais. Mais j'ai toujours été un petit côté aventurier, tu sais. Ouais. J'aime ça. Puis je suis steady dans ce que je fais, tu sais. T'as des gars qui vont partir sur des trips, ils vont se mettre à jouer au golf. Ils vont jouer au golf en malade pendant 2 ans. Après ça, ils vont mettre ça de côté. Ouais, ils vont faire autre chose. Puis... Moi, j'ai commencé à l'arc comme quand mes femmes m'ont rencontré, parce que je suis rendu à la 3e femme. Quand mes femmes m'ont connu, je chassais. Aujourd'hui, je chasse encore. Ouais. C'est à l'arc. C'est ça. Ouais. Marcello, commence à avoir fait le tour de nos questions, là. Fallait... Je te regardais à la face, puis là, tu savais que tantôt, je me dis, hey, attends un peu, il y a quelque chose que j'ai retenu dans ce podcast-là, Simon, check-moi bien, allez. Serge, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas un défi à la taille de ta hauteur. Accepterais-tu le défi de revenir pour un podcast dans notre saison 3? Oh. Ah, oui, moi, juste pour avoir du fun avec vous autres, là. Quand il a dit qu'il n'y a pas de défi, Simon, j'ai dit, ça y est, comme au Chenever, je te le pogne comme un tour retraite, là, pour la saison 3, moi. Moi, je pensais que tu allais me dire, t'es-tu game de venir chasser avec ton arc traditionnel avec moi? Pas de suite, aux oiseaux. Pour le moment. Hey, aux oiseaux, hey, j'avoue que ça pourrait être quelque chose, hein. C'est légal. D'ailleurs, si on voudrait le faire, ça sera en toute législature. Hey, on mettra ça dans la boîte à projet. Mais moi, pour ce qui en est de mon défi que moi je te lance au nom de Québec Hunter, je te lance le défi de revenir dans un avenir pour notre saison 3. Bon, ça va me faire super plaisir. Non, ben écoute, pour ma conclusion, parce que oui, à un moment donné, il se doit de faire conclusion. Ouais. Serge, j'ai été super enchanté et honoré qu'on te mette un peu plus sur le spotlight. Enchanté, c'est correct. Honoré quand même. Je suis pas. Non, mais ça l'est quand même. C'est pas faute de le dire. T'as un beau parcours, un très beau parcours, puis tu le suis d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'honorable et respectable. Je te remercie pour vrai d'avoir été avec nous autres. Je laisse la parole à Simon. Ouais. Moi, je veux qu'on revienne. Pour voir du Lac-Souzy, Chasse-Pêche 2.0 sur Facebook et Instagram. Clique plein air. Ouais. Les gens avec Chasse-Pêche 2.0 peuvent nous suivre tous les lundis. Oui. Tous les lundis à compter de 7h30. Plus, je fais plusieurs petites capsules. Je vais d'ailleurs en faire une avec Marcello bientôt pour de la plume. Parce qu'il y a des gens qui veulent entendre parler de plume, de fusil, tout ça. Moi, je suis pas un gars de fusil. Je ne peux pas en parler. Là. Je peux vous parler d'arc en masse, mais pas de fusil. Fait que, écoute, Serge, je vais faire comme Marc. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Tu as été généreux de ta personne, puis c'est super apprécié. Je pense que c'est ça que le monde va apprécier aussi en t'écoutant. Écoute, on se dit à la saison 3, puis... Acceptera-t-il le défi? Ah, d'après moi, c'est quel gars? Ah, c'est sûr que je le pognais, je le savais. Moi, je veux vous retourner la balle aussi. Je veux vous remercier de... Tu sais, d'habitude, c'est moi qui interviewe les gens. Oui. Peu de gens connaissent mon parcours. Oui. Puis je suis pas le gars à... Moi, je dirais ça, à me péter les bretelles, là, tu sais, là. Je suis pas le gars à me péter les bretelles. Puis aujourd'hui, ça a permis peut-être aux gens d'en savoir un petit peu plus sur celui qui anime Chasse-Pêche 2.0. Oui. Ils connaissent pas lui, ils savent pas combien... Quel j'ai fait, quel voyage j'ai fait, tout ça. Des fois, on en parle un petit peu avec Stéphane Monette, mais
Là, on a pris une heure et demie. Une heure et demie, puis puis on aurait on pu en faire a encore long à encore. compter. Puis ça a été super plaisant d'être avec vous autres, puis j'apprécie vraiment que vous me donnez ce temps d'antenne-là pour parler de moi, là, dans le fond. Oui, ça nous fait très plaisir. Oui, c'est une belle collaboration. March, merci beaucoup encore une fois. À tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, merci d'être là. Puis simplement, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.